Alors, tac. Jour 114, défi live, 365 jours. Allez, pour cette fois-ci, je ne serai pas seule. Hello Emina. Investissement immobilier au Canada. Hello Sabrine. Tac, épinglé. Hello Neila. Digital. Hello, hello Samia. Hello Zoro. Hello. Bonjour, ça va? Oui, très bien et toi? Ça va Amina? Alhamdoulilah, ça va. Cool. Hello Jihen. Ah, mon commentaire il est parti. Allez, je vais l'épingler. On va parler ce soir investissement immobilier au Canada. Exactement. Mais, mais avant ça, eh ben, une petite présentation. Amina. Allez, je te laisse le temps pour te présenter. Après, moi, je me présente. Super. En fait, je suis Emina pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis au Québec. Je suis courtier hypothécaire et conseillère en sécurité financière. Donc, j'aide mes clients à financer, que ce soit une première propriété ou investir en immobilier, refinancer ou renouveler. Si le refinancement, c'est pour acheter. Par la suite, on va parler plus en détail. Donc, principalement, je suis dans le domaine financier depuis à peu près 6 ans maintenant. Et aujourd'hui, ça me ferait plaisir d'aborder le sujet avec Emeni, le sujet d'investissement immobilier au Québec. Yeah, cool, cool, cool. Du coup, Amina, si j'ai bien compris, tu travailles dans le système bancaire et aujourd'hui, tu es courtière dans tout ce qui est prêt hypothécaire pour des achats Assurance et immobiliers. placement, oui, absolument. Assurance et placement aussi. Oui, Ah, cool. Si tu veux, on peut même faire des séries de live dans ce sens. Aujourd'hui, on pourra mettre en place ce qui est immobilier, mais les placements, j'imagine, ça pourra intéresser pas mal de personnes qui sont au Canada, que ce soit de point de vue fiscal c'est et sûr. de point de vue prévoir la retraite, de point de vue transmission et succession pour les enfants. Oui, exactement. Et surtout le fiscal lié à l'investissement, parce que surtout là, on va avoir un nouveau compte. Il sera créé en 2023, qui sera le CELIAP. C'est une combinaison, j'en parlerai tout à l'heure plus en détail, parce que en parlant de fiscalité, en fait, le Canada, pour aider les personnes, que ce soit ils veulent investir et ne pas payer de l'impôt sur l'intérêt qu'ils gagnent, ou sinon pour gagner un retour d'impôt pour la retraite aussi en investissant à la retraite ou pour acheter leur première maison, il y a un compte par exemple qui s'appelle le REER. C'est un régime d'épargne retraite pour la régime d'épargne retraite enregistré en fait. C'est quoi? En fait, lorsque tu cotises, tu vas avoir des économies d'impôt. Ce retour d'impôt-là, soit tu peux le réinvestir ou tu peux l'utiliser pour n'importe quelle utilité tu veux. Sauf Ben, que l'avantage de ce compte-là, pour ceux qui achètent pour la première fois, ils peuvent utiliser cet argent-là sans payer de l'impôt. Parce que lorsque tu retires d'un compte pareil, tu vas payer de l'impôt. Mais pour un premier achat, tu peux utiliser cet argent-là comme une mise de fonds. d'accord, parfait. En fait, tu sais, c'est l'équivalent en France au PER, le plan épargne en retraite. Comme tu dis, il y a un avantage fiscal et tu as le droit de le débloquer si pour l'achat d'une première résidence principale et en même temps, je crois, de l'achat de voiture si on a plus de nombre d'enfants ou des choses comme ça. Et en même temps, bénéficier de l'avantage fiscal et le débloquer avant un certain horizon. Parfait. Moi, je vais me mettre un peu dans la personne, dans la casquette d'investisseur qui veut investir au Canada, ou bien dans la casquette d'une personne qui vit au Canada, qui veut acheter la résidence principale ou un investissement immobilier. Ça sera plus Je pour vais une te personne poser qui vit, parce que juste une ouais, nouvelle loi, ça m'a Yéméni, une nouvelle loi pour les investisseurs étrangers. Actuellement, ils n'ont plus le droit d'investir au Québec pour une période déterminée. Ils veulent juste équilibrer le marché immobilier, donc ils ont interdit pour les investisseurs étrangers d'investir. d'accord. Du coup, aujourd'hui au Québec, les investisseurs étrangers, ils n'ont pas le droit d'investir.
actuellement, à partir de janvier 2023, ils ne pourront plus. Seulement ceux qui ont un permis de travail, permis d'études, ou ils ont une résidence permanente et ils doivent avoir, pour ceux qui ont un permis de travail, un historique de 2 ans avec leur employé, leur employeur. D'accord. D'accord, ok. C'est pas de point de vue bancaire, les banques qui prêtent pas, mais plutôt de point de vue enfin Oui, en fait, gouvernement. une stratégie du gouvernement, oui. Oui. D'accord, ok. Très bien. Bon, ben, du coup, je vais me placer dans la personne qui est au Canada, hein, qui a 2 ans d'historique ou bien qui a la nationalité canadienne. Ok, moi je suis aujourd'hui salariée et je veux bien, au lieu de payer l'appartement de quelqu'un d'autre à travers un loyer, je veux bien commencer dans l'investissement. Et d'ailleurs, objectivement, c'est ce que je vous conseille tous. Ok, sur quoi la banque, elle va se baser pour le montant qu'elle pourra m'emprunter. Est-ce qu'il faut de l'apport ou pas, ou est-ce qu'on peut contourner ça? Les taux, le taux d'endettement. Est-ce que tu pourras me donner quelques informations en tant que personne qui veut passer à l'action, ou bien des conseils tout simplement pour une personne qui veut se lancer et qui ne sait rien du tout? Parfait. Donc, on va commencer par les salariés qui travaillent à temps plein. Pour les salariés qui travaillent à temps plein, parlant de quelqu'un qui est résident actuellement, il a besoin juste d'un talent de paye, le dernier talent de paye et une confirmation d'emploi qui dit combien il gagne par année. Donc ça permet de déterminer, ça permet déjà de créer le dossier. Par la suite, pour déterminer s'il peut avoir un prêt et sa capacité d'endettement, c'est sûr qu'à ce moment-là, pour n'importe qui, il faut vérifier le bureau de crédit. C'est quoi le bureau de crédit? C'est vraiment tout ton historique ici. Tes paiements de carte de crédit, tes paiements d'hypothèque si tu avais une hypothèque, ton paiement de téléphone. Donc, s'il y a un petit retard, il peut t'affecter dans ton emprunt. Par la suite, tu vas avoir tous les renseignements de ton passif, ce qui va permettre à la banque de calculer tes ratios d'endettement. Les ratios d'endettement pour quelqu'un qui a, disons, une bonne cote qui commence minimum de préférence de 680 et plus, mais disons 700. Sinon, ils peuvent se qualifier ceux de 600 quand même. Tout dépend de la banque. Minimum. Quand tu dis 680, c'est-à-dire, parce que c'est vrai, en fait, ce concept de crédit, plus tu prends du crédit, plus ton scoring, il est mieux. Ça, c'est plutôt le nord, enfin, c'est plutôt en Amérique. Ici, en Europe, il n'y a pas du tout ça, hein. C'est limite, c'est très, c'est péjoratif quand ton scoring de crédit, surtout tout ce qui est crédit à la consommation, il est un peu haut. Mais bon, est-ce que tu pourras nous dire un peu plus comment ces ratios de 680, 700, c'est quoi, en fait? Absolument. En fait, déjà, il y a trois, par exemple, j'ai eu récemment des clients, eux, ils ont une cote, ils croient qu'ils ont une mauvaise cote, ce que eux, ils voient, en fait. Sauf que lorsque j'ai sorti leur bureau de crédit, j'ai trouvé quand même une cote qui n'est pas mal, cette cote-là que juste les banques voient. Parce que l'évaluation bancaire est différente que lorsque tu vas acheter une voiture ou le consommateur lui-même, il regarde son bureau. D'accord? Les détails ne sont pas les mêmes. Comment on calcule le bureau de crédit? Le bureau de crédit, on va prendre en facteur déjà combien de temps tu as du crédit. Plus l'historique il est vieux, plus c'est mieux. Ça montre à quel point tu es responsable si tu payes à temps. Ça montre qu'est-ce que tu as. Plus c'est varié, par exemple, un prêt auto, une hypothèque, une carte de crédit. Donc, on sait très bien que tu as quelque chose d'équilibré. On comprend ta vie en quelque sorte, le résumé de ta vie, le bureau. Par la suite, par exemple, oui, le crédit, il est bon, mais supposons quelqu'un, il a une carte de crédit de 500 dollars et il utilise 400 dollars versus quelqu'un, il a une carte de crédit qui a 10 000 dollars et il n'utilise que 1000 dollars. Celui qui a une carte de crédit qui est de 10 000 dollars, il a une meilleure cote. Pourquoi? Parce que le ratio utilisé, le montant utilisé de sa carte, il est beaucoup plus petit que quelqu'un utilise 400 dollars sur 500 dollars. Celui qui a une carte de 500 dollars et utilise 400, ça montre qu'il est tout le temps au plafond, même si c'est une petite carte. Donc, ça montre que tu es tout le temps endetté, tu n'arrives pas à payer à temps. Donc, Du coup, ça, mine de rien, c'est bien, en fait, ça encourage pas les crédits. euh, non, c'est pas que ça encourage pas, mais il Enfin, faut. moi, je parle toujours quand je dis crédit, crédit consommation. C'est-à-dire que tu vas puiser dans dans cette enveloppe de 10 000 pour acheter, par exemple, un canapé, une télé, un téléphone, des choses qui perdent de la valeur au fur et à mesure du temps et que finalement,
tu as choisi enfin, soit tu n'as pas l'argent de les financer cash, ou bien tu as choisi plutôt la facilité avec le crédit. Je Exactement. me trompe peut-être, hein? Non, 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 c'est vrai ce que tu dis, sauf que comme je t'ai dit, c'est pas qu'il n'incite pas. Par exemple, tu peux augmenter au maximum ton crédit, tu continues à augmenter. Le plus important, tu n'utilises pas ton crédit au maximum. Peu importe, tu as 500 ou 10 000, il faut pas dépasser de préférence les 30%, ou dans le cas où tu dépasses, il faut pas dépasser ta date limite, de préférence de payer la totalité, mais si tu n'as pas les moyens, au moins le paiement minimum à payer chaque mois. Donc ça, c'est à prendre en considération. L'autre chose aussi, combien de cartes tu as ouvert. À chaque fois que quelqu'un il fait une enquête de crédit sur toi, par exemple, je te donne un exemple. Si quelqu'un, c'est quoi l'avantage de faire affaire avec un courtier que d'aller magasiner tout seul? Parce qu'à chaque fois que tu vas aller dans une banque, ils vont ressortir le bureau de crédit, donc ta cote, elle va baisser. Ça montre que c'est comme si tu as eu un refus ici et tu cherches encore et encore. Alors que lorsque tu fais affaire avec une seule personne, je le sors une seule fois, je fais toutes les démarches étant donné que je connais le règlement de chaque banque avec qui je fais affaire. Donc, ça me permet déjà de déterminer où il pourra y aller directement, sans que à chaque fois je sors le bureau et on refasse une nouvelle analyse. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est ça. Ça rentre dans le scoring dont tu parlais. Absolument, absolument. D'accord. Donc, Ok. il faut vraiment avoir euh, parce qu'il y en a des personnes qui disent non, nous, on ne laisse pas du crédit, on n'a pas de carte de crédit, etc. Donc, ils croient que c'est une bonne chose alors qu'ils n'ont pas une bonne cote. Il faut vraiment avoir un équilibre. Une carte de crédit, c'est correct, qui n'est pas utilisée au plafond. Un paiement de taux aussi, c'est correct, bien qu'on va venir plus tard par rapport à la voiture et l'achat de maison. Quand est-ce qu'on achète ça et ça? Et comme on a dit, un petit prêt personnel, une petite marge, tout ça c'est correct. Donc il faut vraiment avoir un équilibre pour avoir un bon dossier et être responsable, payer à temps vraiment, suivre les dates d'échéance et payer à temps. Parce que des fois, comme il y en a des personnes qui se fâchent parce qu'ils trouvent que leur score, il a été par exemple, il s'est détérioré, pardon, à cause d'un 30 $ ou un 20 $, alors que ça, oui, on comprend, c'est pas beaucoup d'argent, mais ça montre que c'est un oubli, ça montre que c'est un manque de responsabilité, tu vois. Donc, c'est plus pour évaluer le comportement du consommateur. Donc, D'accord. ça, c'est au niveau du bureau. Par la suite, la cote de crédit va nous déterminer jusqu'à combien on peut aller au niveau des ratios. Les ratios d'endettement, on a les ABD et les ATD, c'est quoi? Donc, au début, on calcule l'endettement personnel. Ça veut dire que tout ce qui est carte de crédit, prêt auto, euh, plutôt, non, c'est l'inverse, pardon. Il faut que le paiement de l'hypothèque que ce soit d'un condo ou d'une maison. Supposons une maison, donc le paiement de l'hypothèque avec les taxes municipales et scolaires annuelles, avec les frais de chauffage en général, on fait une estimation de 150 $ par mois, ne dépasse pas les 42 à 44% de son endettement, de son salaire brut annuel. Ah, du brut. Du coup, en fait, Du c'est brut, 44% brut. D'accord. salaire Ok. brut. D'accord? Ok. Donc, ça, c'est lorsqu'on prend le tout. Donc, on a dit l'hypothèque, le chauffage, les taxes, plus toutes les dettes. Si on prend seulement la maison, l'hypothèque, le chauffage et les taxes, il ne faut pas que ça dépasse les 39% du salaire brut. D'accord. Indépendamment de ce que tu as comme charge autre. Il va Non, non, prendre juste lorsque tu... aujourd'hui, c'est quoi ton revenu annuel qui font la moyenne sur 12 mois avec ton dernier bulletin de salaire, bien sûr. Et Exactement. en même temps, pas du net. Oui, voilà. Et il y a Aline Invest, elle est investisseuse française avec nous. Du coup, en fait, c'est 44% du brut. 44% du Du brut. coup, Le là, c'est tout. le premier calcul, indépendamment de la Non, situation ça, c'est le personnelle. final. Il y a deux ratios qu'on prend. Ça veut dire que les charges de la propriété, plus ton prêt personnel, plus ta carte de crédit, plus ton prêt auto, tu vois. Voilà. Mais si on prend juste la maison, ça va être plus, on s'arrête à 39%. Mais on ne prend pas en compte, par exemple, si lui, par la suite, il va avoir d'autres, par exemple, d'autres dépenses. Ou... C'est pour ça que c'est très important d'avoir un budget. Parce que, supposons, on a le même salaire. Si toi, tu me dis ton épicerie te coûte 1 500 $ et l'autre, elle lui coûte juste 500 $, même si la qualification, elle peut être la même, mais mon conseil pour l'un ne pourra pas être le même pour l'autre parce qu'ils n'ont pas le même niveau de vie, tu vois. Tout à Sauf fait. que les gens, ils veulent vraiment se qualifier au maximum et ils ne prennent pas en considération leur budget réel.
Et c'est ce qui fait que par la suite, comme avec le changement de taux actuel, on est monté jusqu'à 5% alors qu'on était à 1%. Il y en a beaucoup que leur paiement, il a doublé quand même. Donc là, Ah, du coup, les taux ne sont pas fixes au Canada. c'est avec des termes. Par exemple, tu prends un taux, il y a les taux variables et les taux fixes. Et tu peux prendre un taux soit sur un an, soit sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. C'est sûr que moi, personnellement, je conseille le 3 ans parce que d'après les statistiques, chaque 3 ans, il va y avoir un changement de vie. Et surtout pour les jeunes couples, il y en a beaucoup qui sont contents, ils veulent acheter ensemble et avec aussi actuellement le niveau de vie qui a augmenté. Donc, on ne peut plus acheter seul. Mais avec les statistiques et les séparations qui arrivent, il faut prendre des précautions au début, tu vois. Donc, on se dit, ça se peut aussi, la maison, elle ne nous plaît pas, ça se peut qu'il y a des problèmes. Pourquoi 3 ans? Parce qu'à chaque fois, si tu vas changer, si tu vas vendre ta maison avant terme ou tu vas refinancer avant terme, il y a une pénalité. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en Mais bien considération. sûr, c'est les indemnités de remboursement anticipé, les Exactement. IRA. Et du coup, comment ça se calcule, les IRA, tant qu'on y est? Bah, il y a deux calculs parce que si tu prends par exemple les taux variables, c'est très simple. Les taux variables, en général, la majorité des banques, c'est 3 mois d'intérêt. Par D'accord. contre, pour le fixe, ça va être plus élevé. Ça dépend d'une banque à une autre parce que ils vont prendre en considération le taux affiché aujourd'hui. Ils vont faire un calcul en fonction du taux affiché aujourd'hui et ça ne va pas être seulement une question de mois, tu vois. Donc, c'est tout un calcul qui se fait et en général, ça coûte cher. D'accord. Pour vous donner une idée par rapport à la France, en fait, ce qu'ils font si je veux rembourser ou bien changer ou racheter, il va y avoir le remboursement du capital restant dû, ce qui fait comment ils font? Ils font le calcul entre 6 mois d'intérêt et 3% du capital restant dû et prennent le minimum entre les deux. C'est ça. Même ici, ils font aussi la comparaison. Ils prennent le minimum entre les deux au niveau du fixe, en fait, pas le variable. D'accord, ok. Très bien. Bien sûr, comme tu as dit, c'est important que chacun y connaisse son budget. Et en même temps, un conseil aussi qu'on donne, c'est de ne pas prendre la totalité de sa capacité d'emprunt. Surtout pour la résidence principale, de laisser une marge si on veut aller dans l'investissement, ou bien s'il y a un pépin de la vie, ou bien si on veut faire une reconversion, ou bien changer de job. Il vaut mieux toujours que on a conscience par rapport à ce volet-là de laisser une bouffée d'air pour nos projets. Exactement, oui. Et même par rapport à la mise de fonds, parce que ici, je ne sais pas en France comment ça fonctionne. Ici, la mise Mhm. de fonds, elle peut commencer à partir de 5% du prix de vente ou la valeur de la maison, quoi. Donc 5%, mais ça va être un prêt assuré. C'est sûr qu'il y a une prime qui sera payée, mais qui sera amortie tout au long de la période La du durée d'emprunt. Oui. Exactement. Donc, ça peut commencer, il y a 5, 10, tout dépend aussi combien tu vas emprunter. Par exemple, supposons un prêt de 10 ans zéro, bien qu'il n'y en a pas, de 0 à 500 000, ça va être 5%. De 500 000 à 1 million, par exemple, quelqu'un, il va emprunter 750 000. Donc, on calcule 5% sur la première tranche, 500 000, et 10% sur les 250 000. Ah, Et d'accord, c'est par escalier. exactement. Mais sinon, Ok. bah, ça s'arrête bien sûr à une certaine limite. Par la suite, les prêts qui ne sont pas assurés, c'est les prêts conventionnels. Là, on parle de 20% de mise de fonds. Donc, 20% pour que ce soit un étranger ou un résident. Donc, c'est 20%. Et il n'y a pas une assurance à payer sur ces 20%-là. Ça veut dire que, c'est quoi la différence? La différence, c'est que lorsque le prix il est assuré, supposons après, aujourd'hui tu as eu une maison, la valeur elle est à 100 000. Après 3 ans, la valeur elle est montée à 200 000. Tu peux faire un refinancement pour un Mhm. réemprunt. Enfin, sur la marge. Bien sûr, c'est 80% de la valeur de la maison, mais étant donné ça a été assuré et ça a été enregistré à 100 000, il faut repasser chez le notaire pour retransférer le prêt à un conventionnel et à ce moment-là, tu pourras refinancer le montant que tu veux. Mais moi, personnellement, ce que je conseille aussi, mis à part
l'endettement, il ne faut pas qu'il soit au maximum. Moi, je conseille qu'on met le minimum de mise de fonds, même s'il y a une assurance. Pourquoi? Parce qu'en général, la première année, il y a beaucoup de dépenses. D'ailleurs, mis à part les 5%, la banque, elle exige 1,5% qu'elle les voit dans le compte pour montrer qu'il a les frais de démarrage au moins. Donc, mis à part les frais, il va acheter des meubles, il va y avoir des petites réparations, tout ça à prendre en considération, les surprises. Donc, au lieu que tu mettes 20%, mets 5 ou 10%. Oui, c'est sûr il y aura un montant à payer en conséquence, mais tu ne vas pas le sentir, il sera amorti sur X nombre d'années. Et tu auras quand même une sécurité de côté, mieux que tu mets tout ton épargne dans une mise de fonds. Clairement, oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, moi, je fais l'analogie, Amina, par rapport à la France. La France, c'est vrai, hein, selon la situation de chacun, on peut emprunter sans apport. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, mais comme tu dis, il faut que ça soit justifié, que la banque le voit. Mm. Tu peux, surtout quand tu es dans l'investissement, tu lui dis que voilà, le banquier, c'est une opération qui marche super bien, c'est rentable. Je veux pas mettre mon apport dans l'opération. Par contre, vous pouvez le bloquer dans un portefeuille. Ok. C'est un apport déguisé entre guillemets, parce que finalement, tu le bloques soit dans une assurance vie ou enfin, en unité de compte ou bien en bourse ou autre. Ben, en fait, au moins que c'est une portefeuille qui la voit. Et surtout, comme on dit, quand on dit en finance sans apport, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épargne. Ok. C'est important que il y a, comme tu dis, les frais et de se rendre compte aussi des petits frais cachés aussi, hein. Il y a les frais d'enregistrement, il faut pas les oublier, les frais de notaire. Il y a aussi les frais d'hypothèque s'il y a hypothèque. Il y a les frais d'organisme de caution s'il y a l'organisme de caution. Il y a pas mal de frais qui sont annexes, hein. Et à part, enfin moi je dis, hein, surtout la résidence principale, c'est comme si on a un bébé, voire plus, hein. Toute la première année, c'est d'acheter des choses qui nous manquent, surtout quand on habite dedans, on veut embellir des choses, on veut mettre en place des choses. Et comme tu dis, c'est bien qu'on a des choses à côté, de l'épargne à côté. Ouais. Très bien. Ici, par exemple, ils ont une taxe de bienvenue. C'est dès que tu achètes une maison, tu as une taxe de bienvenue à payer qui coûte aux alentours 1% de la valeur de ta maison. Donc, Et en fait, oui, bienvenue, quoi. c'est ça. Mais sinon, par rapport à la qualification, parce que aussi, c'est tout dépend des banques. Comme en parlant d'un salarié, supposons il a un salaire quand même de 50 000 et il veut se qualifier pour plus. Si ils ont de l'allocation familiale, des fois, on peut prendre en compte les allocations familiales. Donc ça peut être, Ils les prennent en compte dans le calcul? oui, comme un revenu. C'est un revenu autre, les allocations familiales, mais tout dépend d'une banque. Il y en a certains qui prennent juste les fédérales, juste d'autres provinciales, d'autres les deux. Et il y en a certaines banques qui exigent qu'il ne faut pas que ça dépasse 30% du revenu total, d'autres qui prennent 100% quand même. Donc, tout dépend des critères, mais quand même, ça aide D'accord. les amis qui commencent, tu vois. Donc, Mais là, tu me fais penser à quelque chose, que finalement, si on a de l'allocation familiale, c'est peut-être qu'on a des enfants et oui. qu'on est peut-être à des plafonds de revenus. Euh, Est-ce que il y a la notion du reste à vivre suite à l'opération? C'est quoi le reste? C'est-à-dire que, ben, un peu comme tu dis, le budget. Parce que le fait qu'on a des enfants, en France par exemple, hein, il y a un critère de reste à vivre, vont voir le taux d'endettement, mais en même temps, ils veulent avoir un minimum de reste à vivre de 600 euros par personne dans le foyer. Par exemple, si j'ai deux enfants, il faut que ce soit quatre, maman, papa et deux enfants. Une fois qu'on a payé toutes les charges, il reste en fait assez pour vivre correctement. Bah, malheureusement, ça, tu pourras pas vraiment l'identifier ici. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, au niveau du ratio, ils prennent juste ils calculent les passifs, les paiements du passif D'accord. total. Ils prennent le ratio en fonction du salaire brut. Par la suite, tu peux pas savoir chaque famille, comme je t'ai dit, supposons il peut, oui, te montrer que ses utilisations, son budget pour l'alimentation est X, pour telle chose est X, pour telle charge est X, oui, il reste. Mais après un mois ou 2 mois, ça ne veut pas dire que ça va pas changer, tu vois. Donc, c'est En pas fait, vraiment les... ouais, en fait ici, indépendamment de la personne comment elle gère son budget, hein, c'est juste la banque comment elle fait. Est-ce que il y aura assez pour vivre? Elle va pas entrer dans le détail de tes dépenses, mais elle va voir tes charges,
tes charges, on va dire, comme tu dis, crédit, les mensualités, voilà, qui sont bien connues, et en même temps tes revenus, et elle va voir est-ce que tu auras assez pour vivre. Et pour eux, assez pour vivre, c'est 600 € par personne C'est ça, oui, c'est dans le ça. C'est cours. en fonction, c'est ça. Donc, eux, s'ils vont un maximum de 44%, donc ce qui va rester en fin de compte, c'est 56, si je ne me trompe pas. D'accord, ok. 56% du revenu. Et je pense, après, c'est un bon point qu'ils prennent en considération les allocations familiales dans le calcul de taux d'endettement. Ça permet au moins d'augmenter la capacité d'emprunt et d'aller vers, on va dire, des logements qu'on aurait pu pas peut-être les acheter qu'avec les revenus salariés. Exactement, exactement. Parce qu'aujourd'hui, avec le marché immobilier au Québec, bon, là, il commence à stagner. Mais les 3 dernières années, par exemple, à Montréal, c'est devenu difficile pour des jeunes, par exemple, des jeunes couples ou une personne toute seule, d'acheter une maison toute seule, tu vois. On parle de maisons moyennes, avec peut-être 2 chambres, 3 chambres, un minimum de 400 000, peut-être. 400 000 $. Oui, Mm. oui, oui, oui. Et en même temps, il faut pas oublier la mise de fonds aussi, enfin l'apport qui est de 5%, ou bien si ça dépasse le budget, ben, enfin le premier palier, il faut que ça soit à 10%. Et là, ben, en fait, il faut que la personne, elle met déjà de côté et qu'elle a une épargne suffisante pour ça. Mais l'avantage, c'est ça, en parlant tout à l'heure de fiscalité, il y a beaucoup de stratégies pour l'optimisation de la mise de fonds. Par exemple, je te donne un exemple. Supposons un couple, d'accord? Ils travaillent, ils ont un espace REER, comme on parlait du compte de retraite. Le REER, par exemple, le concept, comment il est? Le maximum de cotisation REER, c'est 18% du salaire. Supposons qu'ils cotisent 10 000 $ cette année et tout dépend aussi de sa braquette d'impôt, mais je vais donner un chiffre approximatif. Supposons qu'il reçoit 3 000 $, d'accord, de retour d'impôt. Mhm. Là, déjà, il a 10 000 d'épargne, plus les 3 000 qu'il a reçus. Donc, on parle de 3 000, donc 13 000. Et si sa femme, elle fait la même chose, donc là, de 20 000 qui était un épargne retraite, on est devenu à 26 000. Donc, en une année, on peut augmenter de 6 000, tu vois. Et ces 26 000-là, plutôt les 20 000, les 6 000, on peut les mettre dans un REER. Les 20 000, on peut les râper. Ça s'appelle un RAP, c'est vraiment pour accéder à la propriété, le AP. D'accord? Donc, ça leur permet d'utiliser cet argent-là comme une mise de fonds s'ils achètent leur première maison. Le seul, bon, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que lorsqu'ils vont retirer cet argent-là, ils ne vont pas devoir repayer l'argent qu'ils ont reçu du gouvernement. Sauf que à partir de 2 ans, ils doivent rembourser ce montant-là, plutôt le recotiser dans leur compte pendant 15 ans. Donc, chaque année, ils doivent payer le 1/15. Tu vois. Mais la bonne nouvelle maintenant, il y a un nouveau compte dont je t'ai parlé qui va aider, qui se combine avec ça aussi, qui s'appelle le CELIAP. C'est une combinaison entre un compte CELI et un compte REER. Le compte CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Ça veut dire que tu peux investir un montant d'argent et tout ce que tu gagnes comme intérêt, tu ne paieras pas d'impôt dedans, tu vois. Et le REER, c'est les deux. Tu auras un retour et les intérêts pareils. Le CELIAP, c'est quoi? C'est que tu peux cotiser de l'argent qui est un maximum de 8 000 par année et tu vas avoir un retour d'impôt et en le retirant, tu ne vas pas payer de l'impôt. Tu ne seras pas obligé de Mais est-ce qu'il y a un horizon? Mais est-ce qu'il y a un horizon, une date, une nombre d'années de blocage de ces fonds Non, pour ne pas payer d'impôts? il faut non, 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 non. Non, pour le CELIAT, non, il n'y a pas de blocage. C'est vraiment pour les premiers acheteurs. Comme on a dit, ça va être 8 000, un maximum de 40 000. Donc, chaque année, si tu vas mettre 8 000, c'est un maximum de 40 000. Et lorsque tu les retires, tu vas pas avoir de blocage. Tu vas avoir au contraire un retour en même temps et tu vas utiliser cet argent-là comme une mise de fonds. Mais ça débloque en fait la situation par rapport à la mise de fonds, comme tu dis, et gagner aussi en imposition. Exactement, exactement. Ça, c'est une stratégie vraiment pour optimiser la mise de fonds. Mais l'avantage aussi, en cotisant au REER, par exemple, ça va baisser ta braquette d'impôt, ce qui va faire que tes allocations familiales vont augmenter. Donc, oui, tu vas avoir un retour d'impôt. En même temps, tes allocations d'autre côté, ils vont augmenter aussi. Donc, ça, c'est de l'argent aussi qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un budget, de savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort et savoir comment les gérer, tu vois. Tout dépend de ton objectif, bien sûr.
Et du coup, objectivement, moi, je me permets finalement une personne qui se lance dans l'immobilier, qui veut acheter sa résidence principale, c'est pas en fait, il faut qu'elle va voir un courtier ou bien être accompagnée avant des années, quelques années, qu'elle se lance dans l'immobilier pour optimiser tous ces volets-là. De préférence, oui. Bon, supposons, moi, je n'étais pas courtier hypothécaire, parce que le courtier hypothécaire, c'est vraiment, il va regarder le budget avec toi et il va t'aider à trouver le bon prêt qui te convient, que ce soit au niveau taux, au niveau de conditions, etc. Mais ça, il faut vraiment avoir un conseiller avec qui tu fais affaire pour faire une stratégie dès le début. Par exemple, pour ta famille, c'est quoi tes objectifs, court, moyen et long terme? C'est quoi les possibilités? Comment optimiser, que ce soit la mise de fonds, que ce soit l'épargne études pour tes enfants aussi. Donc, tout ça à prendre en considération à l'avance. Donc, moi, ce que je conseille pour toute personne qui veut acheter une maison, c'est pas du jour au lendemain. Mis à part si tu as vraiment de l'argent et tu as la mise de fonds, tu veux te lancer. Mais il faut quand même une préparation de minimum 1 an à l'avance. Oui, c'est un projet qui se prépare et surtout quand il y a tous ces avantages fiscaux à mettre en place, eh ben en fait, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et j'imagine il y en a beaucoup qui le connaissent pas. D'ailleurs, pour les personnes qui sont avec nous, n'hésitez pas à taguer des personnes que vous connaissez qui vivent au Canada. Ça pourra mettre la puce à l'oreille et ça va germer qu'ils passent à l'action. Parfait. Vas-y, est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner dans ce sens-là? Oui, ça c'était par rapport aux salariés. Si on veut qualifier un travailleur autonome, un entrepreneur ou un travailleur autonome, Mhm. ça va pas être un talent de paye, mais ça va être vraiment une moyenne de 2 ans de revenus. Il faut qu'il y D'accord. ait vraiment 2 ans de revenus pour savoir la stabilité de revenus et c'est quoi la moyenne de ces revenus. Et on prend 6 mois de relevé bancaire. Donc il y a d'autres paperasses, mais c'est ça la différence entre lui et un salarié. Le salarié, dès qu'il commence à travailler, il peut quand même avoir un emprunt. Sauf que même si quelqu'un c'est un entrepreneur et il gagne beaucoup plus d'argent, il faut quand même qu'il y a 2 ans. Il y a d'autres formules mais ça coûte plus cher à avoir accès. C'est vraiment des cas rares à conseiller moi personnellement. Mais sinon, supposons quelqu'un qui veut suivre la procédure euh, classique, c'est 2 ans d'antécédents de revenus. D'accord. Du coup, supposons que je suis salariée, je pense à une reconversion, j'ai un peu de mise de fonds et je veux bien me lancer en solo entrepreneur ou bien en entrepreneur. Du coup, aujourd'hui, j'imagine que tu me conseillerais d'utiliser mon levier bancaire par rapport à mon salaire, surtout si j'ai la mise de fonds, avant d'aller dans l'entrepreneuriat, car Exactement. il faut laisser 2 ans, pardon, tu m'avais dit. C'est ça. Est-ce qu'on peut négocier avec les banques, que ça soit si on s'est bien lancé, qu'on a 1 an devant nous d'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut quand même tenter avec les banques ou pas forcément? Il y a deux possibilités. La première possibilité, si c'est vraiment le même domaine, il y en a certains qui font une exception. Donc, ils peuvent prendre une année, ils calculent, ils disent que tu as quand même de l'expérience, 5, 10 ans dans le domaine. Donc, tu maîtrises ce que tu fais, mais ce n'est pas toutes les banques. Et l'autre chose, il y a certaines banques, mais le taux, il va être quand même plus élevé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, bon, ok, toi, tu as commencé à travailler. Ce qu'on va faire, crée-toi un compte et fais tes dépôts de salaire pendant 6 mois. Et après 6 mois, ils vont évaluer ta situation de ces dépôts-là pendant ces 6 mois-là. Donc, ils vont te qualifier à travers ça. Mais c'est sûr que ça va être un tremplin. Ça veut dire que comment on le fait? Toi, tu es pressé, tu veux acheter. Oui, on va aller avec cette banque-là parce que des fois, tu vas trouver le taux qui est un peu plus élevé. Donc, on le fait pour 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que tu règles ta situation. Hop, par la suite, on passe vers le A, les prêteurs A. Du coup, voilà, en fait, finalement, toi, en tant que courtière, tu connais plus ou moins comment ça fonctionne chaque banque et par rapport à la situation de la personne, tu pourras la conseiller. Ok, peut-être aujourd'hui, avec la situation précaire, je peux quand même trouver un crédit, mais bien évidemment, ça va être peut-être avec pas les conditions qui sont les plus optimales, mais on veut un oui de crédit tout simplement pour quand même valider. Parce que ça reste quand même le passage à l'action, il est mieux que ne rien faire. On est d'accord. Ça dépend, parce qu'il faut calculer les intérêts, ça dépend qu'est-ce que tu vas acheter. C'est pas comme lorsque tu vas investir, tu vas acheter quelque chose de locatif, comme lorsque tu vas Tout à acheter un fait. condo pour toi, tu vois. Donc, Tout à ça, fait. oui. Parce que ici, il y a trois types de prêteurs. Il y a le A, il y a le B et il y a les prêteurs privés. Les prêteurs privés, C'est c'est quoi le vraiment A et le B, et les prêteurs privés?
Banque A, banque B et prêteur privé. Banque A, c'est vraiment lorsque le dossier il est impeccable, c'est là, hop, tu les envoies, c'est correct, on sait c'est quoi le taux, les termes, etc. La banque B, comme je t'ai dit, c'est vraiment pour avoir un tremplin. Quelqu'un qui a une mauvaise cote de crédit et il veut la rétablir. Quelqu'un qui, de préférence, il a quand même une mise de fonds plus élevée parce que eux, ils demandent plus de garanties, par exemple, tu vois. Donc, comme on a dit aussi, les travailleurs autonomes pour la qualification de salaire. Donc, on fait ça pendant 1 an, 2 ans, ça se règle, on change. Les prêteurs privés, c'est autre chose. Les prêteurs privés, c'est vraiment plus, moi je trouve, ça va être plus intéressant pour les entrepreneurs, surtout ceux qui font des flips. Tu vas acheter rapidement, tu veux du cash, tu prends la maison, tu sais combien tu vas payer d'intérêt. Après 6 mois, par exemple, tu vas revendre, tu payes ton prêt et tu passes. Parce que pour un prêteur privé, pour ne pas euh, se compliquer, C'est des par investisseurs, en fait. exactement, ça peut être comme ça peut vraiment t'emmener vers le haut, ça peut aussi te tirer vers le bas. Donc, il faut toujours avoir une porte de sortie avant d'y aller. Oui, tu peux avoir une solution, mais il faut avoir une porte de sortie avant que tu signes ton contrat. Il faut que tu saches où tu t'en vas, dans le cas où tu ne trouves pas un locataire, dans le cas où tu n'auras pas les moyens, dans le cas où la situation économique, elle change. Pour Tout ça à prendre rembourser. en considération. C'est quoi la solution par la suite, tu vois? D'accord, ok. Du coup, un peu, c'est les prêteurs privés, c'est comme les investissements participatifs à un taux donné pour les marchands de biens ou autre, ou pas forcément? Tu veux dire quoi par les investissements Bah, en fait, participatifs? moi, je suis en train toujours de mettre en place l'analogie par rapport à la France. Bah, en fait, c'est-à-dire que tu vas voir des investisseurs, tu as trouvé une bonne affaire, que tu vas la faire en opération d'achat-revente, comme tu dis, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois. Et ces investisseurs, bah, en fait, ils vont te prêter cet argent avec un retour sur investissement, par exemple, cet argent plus 10% durant une durée. Oui, c'est ça. Tu vas déterminer le taux et le taux, il est quand même élevé dès le début, oui. Il Parce est que à combien le taux? bah, ça dépend. Honnêtement, par exemple, je vais te donner un exemple. Actuellement, le A, le plus bas, ce qu'on a actuellement, c'est 4,99. Si on parle du B, par exemple, qui est entre les deux, l'augmentation, on prend un taux actuel, on ajoute 1 ou 2% maximum. Et le D'accord. privé, c'est quand même beaucoup plus élevé. Là, tout dépend de, parce qu'ils vont calculer le risque, ils vont calculer, parce que aussi le prêteur privé, c'est pas comme la banque, tu vois, il a plus de risques à prendre. Donc, il y a beaucoup de Peut-être. calculs à faire pour déterminer ça. D'ailleurs, pour un prêteur privé, il va pas te financer à 5%, il va te financer seulement de 20% et plus, tu vois. Donc, c'est ça que c'est vraiment plus conseillé pour les entrepreneurs que quelqu'un, par exemple, qui a une vie stable et il n'a pas d'autres solutions ou d'autres alternatives. Ça, c'est par rapport à ça. J'allais te dire aussi, euh, oui, c'est ça, par rapport parce qu'en parlant de prêteurs privés, parce qu'il y a des gens qui font pas la différence. Ici aussi, il y a euh, lorsque par exemple, des prêteurs qui t'aident lorsque tu vas faire une proposition de consommateur, une faillite, ça c'est autre chose, par exemple. Eux, ils sont spécialistes dans la consolidation, ils sont spécialistes dans tout ce qui est dette, vraiment, et pour les gens qui ont un mauvais crédit. Donc, c'est deux choses différentes. Non, mais pareil, c'est un peu comme en France, la restructuration de crédit, ou bien aussi, il y a un autre terme, je le chercherai. C'est un peu dans les personnes qui souhaitent, on va dire, qui sont dans des situations difficiles de rembourser le crédit. Du coup, cet organisme, il vient, il rachète la maison et il leur donne 5 ans 5 ans de location dans le même bien, dans la résidence principale. Et au bout de ces 5 ans, bah, en fait, soit ils rachètent, soit ils sortent de la maison. C'est ça, j'ai vu par exemple, cette semaine, j'ai vu cette information-là, Je crois et c'est la vente rémérée, je crois. Attends. ici, ça s'appelle achat-rachat. Oui, c'est ça. Vente à rémérée. Ok. Avec, en fait, voilà, c'est une vente d'immeubles avec faculté de rachat. Et en fait, c'est des organismes qui sont spécialisés. Ça reste une option, on va dire, de sortie pour les personnes qui veulent quand même rester dans leur bien et qui peuvent peut-être, dans les 5 ans, trouver une solution et racheter leur bien.
Et bien sûr, ils pourront le racheter avec une plus-value, parce que finalement, toujours hein, dans des calculs Mais tu pareils, continues à payer un montant quand même qui est comme un loyer ou en comme fait, ils continuent à payer plutôt un loyer. Ils n'ont plus la propriété du bien. Ils continuent à payer un loyer et restent dans la maison. Et derrière, après, c'est un loyer, ça reste un peu, c'est un peu comme du social aussi, hein. Ah, d'accord. Non, c'est pas la même chose. Tu vas payer un montant et par la suite, lorsque tu vas racheter, il peut calculer ce montant-là comme ta mise de fonds en fait. Donc, ça peut aider aussi pour ces gens-là. Mais moi, ce que je conseille aussi, ça c'est une bonne chose, mais pour ceux qui sont endettés, la consolidation de dette à travers le refinancement est très intéressante parce qu'on a des personnes qui pensent que, tu vois, la mentalité, même j'imagine, on a grandi tous avec ça, la maison, il faut qu'elle soit payée. Il faut qu'on n'a pas de dette, etc. Alors que tu payes plein de paiements d'ici par là, alors que si tu prends le taux, le paiement de taux, le paiement de la carte, tel paiement, tu l'amortis sur 25 ans, au lieu de payer 2 000 $ par mois, tu vas trouver que tu payes 500 $ par mois. En fin de compte, tu as eu 1 500 dans ta poche chaque mois, tu vois. Donc, ça aussi, c'est très important. Eh ben exactement, ça te donne une bouffée d'air au quotidien qui pourra vraiment t'aider et surtout comme ça tu peux profiter du levier d'une partie ou bien de la maison qui est remboursée de faire refaire un crédit sur la marge quoi. Oui. Exactement. Sinon aussi, il y a un produit, ça c'est le dernier, c'est un produit qui s'appelle une hypothèque inversée. C'est quoi? C'est pour les personnes de 55 et plus, que ce soit une question de dette ou parce qu'un manque de planification de retraite ou autre. Mais ça se fait vraiment plus, ces institutions, ils financent dans les grandes villes. Par exemple, il prend ta maison, il te dit, bon, moi ce que je vais faire, toi il te faut combien pour vivre? Supposons ton hypothèque est payée, il va te donner l'argent et tu ne vas payer que les intérêts jusqu'à ce que soit tu vends la maison, soit tu la cèdes à quelqu'un. Tu vois, il y a plein de... toute institution, c'est quoi ses règles. Mais l'avantage, ça te permet de garder ton niveau de vie avec ce capital-là que tu vas utiliser, étant donné que tu n'as pas planifié ta retraite et tout. Et tu vas continuer à payer juste de l'intérêt. Et tu sais, en France, si je peux faire, c'est ce qu'on appelle une vente viagère. C'est une personne qui arrive à un certain âge, elle a sa maison qui est pleinement remboursée. Par contre, elle arrive plus, la retraite, en fait, ça couvre pas ses charges. Et ce qu'elle fait, elle la met en viager. La personne qui l'achète, ben, en fait, il donne ce qu'on appelle un bouquet ben, une somme à la personne. Ça reste toujours avantageux par rapport à l'emplacement et la valeur de la maison. Et tous les mois, la personne qui achète, hein, c'est pas la personne qui est dedans, elle verse comme un loyer à la personne qui habite, qui finalement la personne âgée, jusqu'à décès, malheureusement. Voilà. Oui, c'est intéressant ça aussi. Ça peut être comme, ça peut aider parce qu'il y en a beaucoup qui planifient pas la retraite et il arrive à un certain moment et ils se trouvent avec juste leur rente ou autre, tout dépend qu'est-ce qu'ils ont économisé. C'est pas assez ce que j'ai vu actuellement et avec l'inflation qu'on vit, il y en a beaucoup qui vont avoir des difficultés par rapport à ça. Mais moi, Mais c'est clairement ça, surtout ceux qui n'ont pas prévu. Et d'ailleurs, c'est un peu un message, pas d'alerte, mais plutôt de sensibilisation aux jeunes. Ben, en fait, mettez en place les choses, ou bien aux personnes qui nous voient aujourd'hui, mettez en place les choses. Quand vous mettez en place les choses, vous allez avoir une certaine sérénité par rapport à cette inflation. Vous n'allez pas vivre de la même manière avec d'autres personnes, peut-être, tu vois. surtout, je ne sais pas si en France c'est la même façon de voir, mais aussi le transfert de risque, je trouve très important. L'utilisation des assurances, l'assurance vie, l'assurance invalidité, les assurances dette en cas de maladie, le paiement d'hypothèque qui se fait, les paiements de cartes et tout. Ça, c'est important parce que la majorité des faillites, par exemple, sont dues à des invalidités. La majorité aussi de difficultés qui arrivent après décès, on ne prend pas en considération. Il y a deux salaires dans la famille par la suite en cas de décès, c'est une hypothèque qui sera là, un manque de salaire qui sera là. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération aussi pour la retraite. C'est très important ce que tu dis. Et je aussi, je rajoute par rapport à ton point, parce qu'en fait, quand on se lance dans une hypothèque ou bien dans en fait, en France, il y a deux types de garanties.
il y a soit l'hypothèque, c'est que la banque, elle hypothèque le bien, ou bien ce qu'on appelle un organisme de caution. Il n'y a pas d'hypothèque. C'est un organisme de caution qui se porte garant par rapport à toi. Et s'il y a une défaillance de paiement, ben en fait, la banque, elle viendra pas te voir. Elle va voir l'organisme de caution et l'organisme de caution, il viendra te voir. Oui, Et du exactement. coup, voilà. Et du coup, ben en fait, qu'est-ce qu'il y a, Maya? C'est pas grave, on verra après. D'accord. En fait, dans des cas pareils, et alors, batterie faible. استناني بالله خليني نحط معايا نحط البي سي في الشارج ولا حبل الأفكار يتقص. Si tu peux Donc, me dire où est-ce qu'on était. on parlait soit l'hypothèque, soit les compagnies qui Oui, voilà, on parlait des assurances. Oui, attends, j'étais là. Bon, alors Maya, si tu peux juste sortir que je finis le live, s'il te plaît. Merci. Du coup, je te disais, en fait, les assurances, c'est important. Parce que quand on prend un prêt immobilier, il faut prendre, il y a plusieurs assurances, mais il faut savoir que si on est investisseur, on va prendre des assurances, ou bien si c'est la résidence principale, on va prendre des assurances habitation. Mais là, c'est très différent par rapport à l'assurance emprunteur. C'est quoi l'assurance emprunteur? Elle va venir tout simplement couvrir si jamais il nous arrive quoi que ce soit, décès, perte d'emploi, si on veut mettre en place ça. Si par exemple on est dans le cas d'invalidité, de PTAI, perte totale ou irréversible d'autonomie, eh ben, en fait, on peut choisir un pourcentage. C'est-à-dire si on prend 100%, s'il nous arrive un problème de ces cas-là, il va y avoir remboursement de la totalité du capital restant dû. C'est-à-dire, si je me prends par exemple le cas de NUAIM, d'accord? Si par exemple ça nous arrive quoi que ce soit, moi ou lui, on sait très bien qu'il y aura remboursement de toutes les dettes. exactement, On oui. a pris 100% exprès. Pourtant, on a des investissements locatifs où il y a un loyer en face, hein. Mais Ok, tellement on a voulu jouer la carte de garantie ou sécuritaire à fond, en cette manière, les assurances, surtout quand on est investisseur, ça passe en charge. mm, En quoi ça nous dérange de mettre en place une assurance à 100%? Comme ça, s'il y a une personne dans le couple ou bien dans la famille qui est comme ça, au moins la personne qui reste, elle fera son deuil tranquillement. Elle n'aura pas à chercher est-ce que je vais couvrir les dettes ou bien les prêts que j'aurai tous les mois, est-ce que je vais faire ceci et cela. Et en ce moment-là, elle se dit, au moment où j'étais tirée par rapport au prix de l'assurance, j'aurais pu la prendre. exactement, oui. Mais moi, ma question par rapport au paiement des dettes, est-ce que il y a une durée limitée? Parce que ici, c'est, par exemple, supposons tu tombes invalide, tu peux choisir, bien sûr. Ça peut aller invalidité longue durée. Il y en a, tu peux prendre 2 ans, il y en a 5 ans et il y a jusqu'à 65 ans. D'accord? C'est par rapport à l'âge, tu veux dire? Non, par exemple, peu importe l'âge où je tombe invalide, supposons moi j'ai pris celle de 2 ans, l'assurance va me payer ces montants-là pendant 2 ans, après elle va arrêter. Si je la prends 5 ans, 65. Non, nous, ça rembourse la totalité du prêt. Ok, ça c'est décès ou dette? Décès et Ah, PTAI. Pour la perte d'emploi, eh ben en fait, selon après, c'est une franchise de 3 mois et après, ça peut te rembourser le prêt jusqu'à même les prêts où il y a le loyer. Hein. Il va te rembourser le prêt selon les assurances 18 mois, 24 mois, le temps que tu trouves un boulot. d'accord, ok. Parce que nous, au niveau de l'invalidité, c'est différent, mais au niveau de la vie, oui, c'est la totalité si tu la prends avec la banque. Après, c'est tellement différent selon l'organisme d'assurance. Moi, je sais, je prends toujours l'assurance de mon banquier. Pourquoi? Premièrement, parce que je suis dans une relation de partenariat avec lui. Deuxièmement, parce que en fait, finalement, j'aurai un seul interlocuteur à parler, que ce soit par rapport à la banque ou bien l'assurance. Troisième point, je sais surtout pour les assurances de prêt. Si je prends une délégation d'assurance qui n'est pas du tout celle de ma banque, tu sais, normalement au début, il y a un questionnaire de santé qui se fait. Oui, Si par exemple, au début de mon questionnaire de santé, j'ai dit que je fume pas et que ma santé est au top, et après quelques années, ben, finalement, je décède à cause d'un cancer à cause du tabac, et qu'entre-temps,
J'ai pas envoyé un courrier à mon assurance pour lui dire, ah, je me suis mise à fumer. Ils peuvent titiller et ne pas rembourser. Ah, nous, c'est carrément différent. Par contre, si c'est ma banque, ben en fait, c'est juste le premier questionnaire de santé sans de va-et-vient entre les assurances. Ah, nous, c'est carrément différent parce que moi, personnellement, j'ai travaillé à la banque et là, je fais affaire que ce soit avec les banques ou les compagnies d'assurance. Je conseille toujours une assurance privée que celle de la banque. Pourquoi? Parce que ici, si ton assurance est avec la banque, de un, tu n'es pas propriétaire de ton contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le montant, il est fixé, tout dépend de ton capital et tout dépend de ton âge. L'autre chose, tout dépend aussi à chaque fois, tu vas renouveler ou refinancer ou transférer avec une autre institution. Étant donné qu'il est avec cette banque-là, tu vas le perdre et tu dois te requalifier avec l'état de santé d'aujourd'hui, avec aussi le prix qui sera augmenté parce que tu as pris de l'âge. Et la troisième chose, l'inconvénient, c'est que supposons ton prêt, il a été payé, il arrive un décès, tu n'auras rien parce que le prêt, il est payé. Alors que lorsque tu prends une assurance personnelle et surtout tu la prends jeune, tu vas avoir un seul paiement. Oui, il va y avoir le questionnaire d'admissibilité. Et de préférence, on fait ce questionnaire-là et ces assurances-là tôt lorsqu'on est en bonne santé parce que ça nous revient beaucoup moins cher. Et tu le fais une fois si tu vas pas changer ton assurance. Même si après tu vas fumer ou il t'arrive quoi que ce soit, si tu as été admissible avec ce questionnaire-là, ton assurance ne va pas changer. Supposons que tu la prends sur 25 ans, sur 30 ans, où elle est permanente, et tu vas payer un seul montant en fait mensuel qui sera le même, il ne va pas changer tant que tu ne changes pas l'assurance. L'autre avantage, c'est qu'en cas de décès, c'est à la famille de décider. Ça veut dire que si l'hypothèque elle est payée, bah, ça va être de l'argent pour eux. Si eux, ils veulent payer une partie de l'hypothèque, qui, en cas de transfert ou quoi que ce soit, une perte automatique. Et s'ils changent aussi, parce que c'est pas toutes les banques qui ont leur. Alors, le son est coupé. Je sais pas si tu m'écoutes, hein. Je t'entends pas? Toi aussi? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Non, tu m'entends pas. On n'entend plus rien. Ah, allô? Est-ce que tu peux sortir et revenir? Est-ce que vous m'entendez? Hello? Alors, Moustapha, hey, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Amen, il ne t'écoute pas? On t'écoute pas à l'invité du live. Un problème de micro. Ah oui, c'est bon, vous m'écoutez, parfait. Très bien. Il n'y a pas de son. Oui ou non? Oui, vous m'écoutez. Allez, on va voir si Amine elle nous rejoint. Ah, elle est là. OK pour toi. Ah, merci. Lancer.
Alors, hello. Non. Ah. Parce qu'en fait, ils ont dit ils m'écoutaient. Est-ce que tu m'entends, toi? Non? Attends, je vais te dire. Redémarre. Ah. En fait, j'ai l'impression que c'est le micro. C'est le micro que, bon, elle va redémarrer, elle va revenir vers nous, Emina. En tout cas, c'est un live qui est très intéressant. Et c'est bien de faire un peu l'analogie par rapport à la France et au Canada. Ça reste qu'il y a certaines différences. Ici, en France, il n'y a pas du tout cette notion par rapport à tout ce qui est crédit, carte de crédit, scoring de crédit. Mais vous voyez, finalement, c'est pas encouragé, on va dire, à prendre des. C'est bien de souscrire sans forcément les consommer. Là, tu m'entends? Ah, c'était quoi l'astuce? J'ai rien fait, je suis sortie, je suis retournée, mais je comprends pas. Depuis tout à l'heure, je t'entends pas. D'accord, bah écoute, t'avais pas peut-être un appel Messenger ou autre en off? Ouais, bon. Oui, 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 c'est intéressant, surtout le volet assurance, c'est vrai, hein. Surtout ces petits points, c'est important que qu'on les met en place. Et comme tu disais, quand on est jeune, quand on n'a pas de séquelles de santé, et que malheureusement, enfin, quand on avance dans l'âge, c'est un peu ça aussi. Voilà, c'est le cycle de vie. Euh, oui, là, c'est bon. Parfait. Ça... C'est bon, Amina. Vas-y, vas-y, continue ton développement de tout Ah, à l'heure. en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, on est jeune, on n'a pas besoin d'assurance. Alors qu'il ne faut pas oublier que toi, tu te protèges pour que lorsque tu tombes malade, parce que le jour où tu tombes malade, supposons il y a plusieurs maladies graves. Actuellement, la maladie du siècle, là, on parle du cancer. Le jour où tu vas avoir, par exemple, une maladie pareille, l'assureur, il ne va pas t'assurer, il va te dire tu l'as déjà. Alors que si tu t'es assuré avant, lorsque tu tomberas malade, c'est là où il va te rembourser. Donc c'est ça, il faut vraiment prévenir. Il ne faut pas attendre que on aille ça parce que ça va être trop tard, tu vois. Et l'autre chose, ça s'appelle pour moi, c'est un transfert de risque. Oui, j'ai des économies, mais pourquoi pas si je tombe malade ou il arrive un incident ou quoi que ce soit, pourquoi Mais bien pas, sûr. c'est après tout 50 $, 40 $ par mois, pourquoi pas, c'est pas une autre personne qui me paye ça, tu vois. Mais bien sûr, et surtout, c'est vrai, je vous cache pas, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. J'espère qu'on ne l'utilisera pas. Par contre, au moins, s'il y a pépin, on peut l'utiliser. Mais Euh, il y a des avantages dans ça parce qu'il y a des assurances qu'on les appelle des épargnes santé. Ça veut dire, par exemple, pour les maladies graves, tu la prends avec remboursement de prix. Tu te dis, bon, je vais payer telle assurance, ça va me coûter un peu plus cher avec cette option-là. Mais après 10 ans ou 15 ans, supposons-nous, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on va rester à vie au Canada ou en France ou autre. Tu te dis, bon, là, c'est correct, je vais quitter ou autre chose. Tu peux, après 15 ans, réclamer tout ce que tu as payé. Ça, c'est une chose. Et tu enlèves tes assurances. Sinon, par rapport aux assurances vie, il y a des assurances vie avec un placement à l'intérieur. Donc, le montant, il va se fructifier avec le temps et l'assurance va augmenter avec le temps. Et il y a une option qui est rachat. Donc, ça se peut que tu arrives à un certain moment, ton assurance qui est de 100 000 ou de, disons, 300 000, tu veux avoir un certain montant, tu peux avoir une avance de 50 000 ou racheter 50 000 de ton assurance. Ou par exemple, tu peux injecter de l'argent en plus, genre mettre un montant de plus. Et ça se fait pour les stratégies au niveau de la succession, les stratégies pour la retraite, tu vois, parce qu'il y a des avantages aussi fiscaux. Bien sûr. Quand tu parles d'assurance vie, tu parles plutôt d'un portefeuille d'épargne, on est d'accord? Ou bien d'assurance, l'équivalent d'assurance décès en Tunisie? Assurance décès. D'accord, ok. Parce qu'en France, il y a aussi un portefeuille d'épargne, assurance vie.
D'accord, ok. C'est l'assurance décès, mais pour celle qui est universelle ou participative, comme j'ai expliqué avec le placement, Ouais. oui, à l'intérieur, parce que tu vas choisir, tu vas les placer où et comment, il y a quelqu'un qui va gérer ça aussi. Oui, oui, oui. En fait, l'assurance vie en France aussi, c'est un peu la même chose. C'est un placement d'épargne. Il a un horizon fiscal de 8 ans. Il a l'avantage fiscal. Et ce qui est bien, c'est que dedans, on peut choisir de mettre en place l'allocation d'actifs qu'on veut avec un pourcentage d'obligations, un pourcentage d'unités de compte. Et ce qui Ah, est bien, c'est que ça peut travailler. Ouais, ouais, c'est très bien, hein. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je conseille même pour les enfants. Au lieu de mettre en place les plans épargne enfants, mettez en place plutôt des assurances vie. En plus, on n'a pas on peut mettre en place les assurances vie. Enfin, il n'y a pas de nombre limité. Et surtout, quand ils sont enfants dès jeune âge, mettez en place avec que unité de compte la gestion de risque. Hein. Ben, en fait, ils sont jeunes. Et imagine, avec les intérêts composés, au bout de 20 ans, ils vont avoir des assurances vie magnifiques, même avec des petits montants tous les mois avec la stratégie de DCA. exactement, oui. Ça, c'est une bonne stratégie, oui, c'est vrai. Mm, mm. Mais Et en fait, malheureusement, c'est pas tout moi, le je le monde. dis toujours. Mais on n'y pense pas forcément. On se dit, allez, on met les petites tirelires et tout ça. Mais avec l'inflation, cet argent, il perd de la valeur. Au Mm. moins, mettez en place ces assurances vie ou bien ces placements dans le pays où vous êtes. Et comme ça, vous pouvez, vos enfants, il y a de l'argent qui travaille en unité de compte. Et une fois que ça arrive à l'âge adulte, ils auront un capital pour les études, un capital pour le premier appartement, un capital pour la voiture, un capital pour tout simplement commencer la vie. Et surtout, bah, en fait, ils auront déjà fini les horizons partout. Et il y aura l'avantage fiscal en plus. Je parle de la France. Après, en Tunisie, il y a le CEA. Hein. Il y a aussi plusieurs portefeuilles dans ce sens-là. Renseignez-vous avec votre courtier d'assurance ou bien avec votre banque directement ou votre comptable si vous êtes à votre compte. Très bien, Amina. J'avais une question. Finalement, est-ce que l'assurance emprunteur, elle est obligatoire quand je prends un prêt hypothécaire pour un bien immobilier au Canada? L'assurance vie, non, mais l'assurance habitation, oui. Et si on prend moins que 20%, ça, c'est l'assurance prêt. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un D'accord. assureur donc, qui va assurer parce que tu vas mettre 5%, donc c'est comme s'il va compléter l'autre partie. Mais si on parle de l'assurance vie en tant que telle, qui est l'assurance décès, elle n'est pas obligatoire. Et est-ce que le fait de prendre une assurance décès pour ce prêt hypothécaire, est-ce que ça favorise le oui de la banque? Parce que finalement, c'est une garantie pour lui aussi. Non. Non. Non, D'accord. parce que l'assurance vie, tu sais, elle n'est pas garantie. Parce que supposons que tu prends ton prêt aujourd'hui et tu te décides d'annuler ton assurance vie. Le banquier, il a perdu sa garantie, tu vois. Étant donné, il n'est pas obligatoire, donc tu peux l'annuler à tout moment. D'accord. Ok. Et du coup, l'habitation, elle est obligatoire, c'est normal, en fait. Ouais. D'accord. C'est un peu L'habitation, comme l'assurance voiture, l'habitation. absolument. L'habitation et voiture, c'est obligatoire, oui. D'accord. Et si on va prendre plutôt un prêt hypothécaire pour un investissement locatif, c'est quoi l'assurance qu'il faut prendre de la part du propriétaire? L'équivalent en France, l'équivalent à l'assurance habitation. Le locataire, il va prendre l'assurance habitation, mais nous, en tant que propriétaire de l'investissement locatif, il faut prendre ce qu'on appelle la PNO, propriétaire non occupant. C'est pour assurer les murs. Oui, oui, ça, je le conseille fortement. C'est pas ma spécialité, mais je le conseille, que ce soit pour un investisseur ou pour un locataire, parce que beaucoup, ils louent et ils prennent pas d'assurance habitation, alors que c'est très important. S'il arrive quoi que ce soit, ils seront responsables de ce qui arrive. Donc, oui, les deux, ils doivent avoir une assurance. D'accord, ok. Mais par rapport aux locataires, elle n'est pas encore obligatoire. Il y en a certains qui n'ont pas. Mais pour ceux qui sont propriétaires, que ce soit investisseurs ou propriétaires occupants, par exemple une première maison ou autre, l'assurance habitation est obligatoire. D'accord. Supposons, Amina, que je suis salariée, on va dire, j'ai tous les témoins ouverts pour acheter ma résidence principale, la banque m'a suivi, elle va valider ce volet-là, et après, j'ai commencé dans l'investissement. Et j'ai atteint la capacité d'emprunt à 44% dont tu disais pour les deux critères. Et je me suis dit, allez, moi je veux bien quand même aller encore plus loin dans l'investissement,
le fait que je monte une société, je sais pas c'est quoi le type de société qu'il y a au Canada, style par exemple société civile immobilière, ou bien une société commerciale dans l'investissement, qui a juste pour but d'acheter et louer des appartements. C'est-à-dire son code NAF ou son code vraiment enfin d'immatriculation, c'est plutôt location de terrain ou de biens immobiliers. Est-ce que dans des cas pareils, le fait que j'investis en société, ça contourne ce taux d'endettement ou ça calcule différemment? Comment ça se fait dans des cas où j'investis en société? Est-ce que les taux de mise de fonds, est-ce qu'ils sont pareils? Les garanties, pareil, comment ça se passe en fait si je veux passer en investissement en société? Et surtout, peut-être aussi d'optimiser ma fiscalité. Je veux plus que mes revenus locatifs soient en nom propre, que soient imposés sur l'impôt sur les revenus, que je veux que ça soit plutôt dissocié de mon impôt sur les revenus, que ça soit dans une société, et pour but de transmettre aussi à mes enfants. D'accord. Bon, je vais parler du volet que je maîtrise parce que il y a deux types de financement. Il y a le commercial et il y a le résidentiel. Le résidentiel, oui, il y a le premier acheteur, condo ou autre, mais pour ceux qui veulent investir, ils peuvent commencer par exemple, que ce soit un appartement à louer ou un duplex. Un duplex, c'est deux appartements en fait. Ici, on les appelle duplex, triplex, etc. Tu peux aller jusqu'à, tout dépend de l'institution financière. Il y en a par exemple ceux qui te financent jusqu'à 5 portes. Il y en a qui te financent jusqu'à 19 portes, même si c'est pas le même immeuble, tu vois. Par la suite, tu vas devoir repasser dans le commercial. Mais tant que, supposons, on va aller avec ces banques qui prennent en considération quelqu'un qui n'a pas une Juste, compagnie. excuse-moi, Oui, quand tu dis 5 portes, c'est-à-dire un immeuble avec 5 appartements, ou bien je vais financer en même temps 5 appartements dans des emplacements différents, ou bien un après l'autre. non, ça dépend en fait. Il y a deux, plutôt trois. Il y a par exemple, il y a une banque par exemple qui va calculer la totalité de tes portes, que ce soit dans le même immeuble ou c'est pas le même immeuble, mais même si tu vas financer une seule porte, elle prend en considération que tu as 19, elle va dire cette personne-là, elle va vers le commercial. Ça, c'est un autre calcul. Honnêtement, je ne peux pas en parler, je ne suis pas spécialiste dans ça. Mais pour les personnes qui restent pour se qualifier eux-mêmes, par exemple, pas au nom d'une compagnie, et ils continuent à acheter et à investir, on parle du taux d'endettement, on va calculer les loyers. Pour calculer les loyers, étant donné que tu les déclares dans ta déclaration d'impôt, il y a le document, les états des loyers, ça on le prend en considération. Par la suite, tout dépend de chaque banque comment il va calculer. Il y en a certains qui vont prendre 30% après les dépenses, il y en a certains qui vont prendre 50%, il y en a certains qui prennent plus. Donc ça, c'est ça l'avantage de chercher, tout dépend quelle institution qui va avec toi. Quelle pondération elle va faire? Exactement, parce que ça change d'une banque à une autre. Chaque banque a sa niche, chaque banque a sa spécialité. C'est pour ça le taux n'est pas tout. Là, il y a des gens qui veulent vraiment acheter, ils disent c'est quoi le taux le plus bas. Le taux, il va varier. Surtout ici, en France, je pense que c'est un taux fixe pour toujours. Ici, ça change, tu vois. Le taux, c'est comme si tu as investi ici. Par exemple, si tu le prends chaque 3 ans, ça se peut que ces 3 ans-là, c'est 1%, par la suite, c'est 5%, par la suite, ça va baisser. Donc, c'est comme si tu investis actuellement en bourse, tu vas regarder tout le terme, toute la période pour calculer où tu as gagné, où tu as perdu, comme ceux qui ont un taux variable, tu vois. Donc, il faut pas se limiter ou limiter les projets parce qu'il y a un taux, parce que actuellement, si tu es locataire, tu payes 100% d'intérêt en fin de compte. Tu vois. Donc, faudrait mieux acheter avec peu d'intérêt et tu as le reste du capital. Par la suite, le gain en capital que tu peux avoir que te limiter parce que le taux, soi-disant, il est élevé ou autre. Donc, ça, c'est par rapport aux banques. Pardon? Je suis tellement d'accord avec toi, hein. Ah, Même les taux, si les taux sont augmentés, ils ont augmenté, pardon, ben ça reste quand même bas par rapport à l'inflation. Et en même exact. temps, n'oubliez pas, parce qu'en fait, dans l'immobilier, c'est vrai qu'on voit que ce volet, par exemple, cash flow ou bien ce volet loyer. Par contre, n'oubliez pas le côté caché de l'iceberg. N'oubliez pas que tous les mois, vous êtes en train de rembourser une mensualité. Dans cette mensualité, il y a deux catégories. Le prêt, l'intérêt bancaire qui est pour la banque, il y a la capitalisation, c'est-à-dire tous les mois, tu es en train de t'enrichir d'un pourcentage. Et aussi, la troisième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la plus-value latente. Si tu as très bien acheté, l'immobilier
historiquement parlant, à part s'il y a des crashs, mais ça arrive rarement, et bien sûr, si tu es un investisseur aguerri, faut pas vendre pendant ces crashs-là, et ben en fait, ça monte. Du coup, tu as une plus-value latente par rapport à ton bien. D'où le fait, comme elle a dit tout à l'heure Amine, hein, si vous avez de la plus-value, si votre bien il a pris de la valeur, n'hésitez pas à vous donner une bouffée d'air ou bien vous rajouter une hypothèque sur marge et ça pourra vous donner peut-être un 5% pour aller dans un autre bien d'investissement locatif. Et ça, c'est la meilleure option. C'est pour ça il faut faire un plan avant d'acheter parce que c'est pas comme quelqu'un qui souhaite investir dans l'immobilier, comme quelqu'un il veut avoir une maison avec la famille, il reste là, c'est ça le mode de vie, tu vois. C'est sûr que pour quelqu'un qui veut investir, ça va être un conseil au lieu de mettre le tout dans une maison, tu iras avec un duplex, tu auras le loyer qui va t'aider. Par la suite, tu refinances, tu prends une partie, tu achètes autre chose et tu continues. Tu vois, donc tout dépend de la stratégie de chaque. Oui, top, 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 top. Euh, Est-ce que tu as d'autres tips à donner ou conseils par rapport aux personnes qui nous regardent? Bah, honnêtement, ça c'est vraiment la base, ça c'est l'information globale, mais après ça reste cas par cas. Ça reste cas par cas parce que des fois on croit que on peut pas, par exemple, avoir accès à la propriété due à certains historiques, mais des fois on peut expliquer aux prêteurs, on peut expliquer aux souscripteurs. Il y a des cas qu'on peut régler, comme je t'ai dit tout à l'heure. Des fois يعني واحد يأيس يقول je peux plus acheter parce que j'ai eu une faillite ou autre ou ma cote elle n'est pas bonne. On peut faire quelque chose de provisoire, on peut aller dans le B, après on va dans le A. Donc il y a tout le temps des solutions. Oui, oui, oui. En fait, il faut pas baisser les bras. C'est pas avec un refus des banques que on se dit ah mince ben non et tu te dis non ben je peux pas aller plus loin ou bien aussi que t'as pas l'esprit ouvert d'aller peut-être augmenter le taux pour que peut-être le mieux de passer à l'action quand même même si avec un taux qui est plus élevé et le fait de passer à l'action ça va te sortir un peu de peut-être de ce cadre qui a été où tu t'es mis pour le scoring de crédit. Non, mis à part aussi, supposons quelqu'un il n'a pas du tout le choix, il faut pas aussi baisser le bras parce que ça c'est dû à te- ton comportement. Donc, il faut être conscient que tu as fait des erreurs dans le passé. Oui, aujourd'hui, ce n'était pas possible, mais il faut passer à l'action dans la correction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'année prochaine, je peux, ou dans 2 ans. C'est mieux que de dire, ah non, je suis déçu, je vais plus faire ça, je passerai plus à l'action, et tu corriges pas tes erreurs, et tu vas rester toujours dans la même bulle, tu vois. Donc, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et sinon, tu accompagnes les personnes qui sont au Canada. Est-ce que tu accompagnes que dans des arrondissements ou dans des villes Dans le spécifiques, Québec. que dans le Québec, d'accord? Et sur quoi tu peux accompagner? C'est quoi tes formules? Bah, en fait, j'ai pas vraiment de formule parce que moi, la différence, je fais la même chose que la banque, c'est juste que je suis représentante autonome, mais c'est sûr que je travaille plus avec une clientèle, je travaille sur le long terme. Étant donné, j'ai accès à plusieurs institutions, donc je veux pas vraiment juste travailler pour offrir un produit aujourd'hui ou faire une vente par la suite. La relation est se coupe. Donc, je préfère avoir une relation dès le début, même si par exemple il n'y aura pas, comme je t'ai dit, d'achat ou de placement ou autre, mais viens, on va corriger la situation, on va faire un bilan de ta situation, on va créer une stratégie par la suite, on va faire un plan d'action pour les années à venir. Et bien sûr, il faut faire une révision chaque année. S'il y a un enfant, s'il va y avoir un mariage, s'il va y avoir un événement qui va changer quelque chose dans ta vie, s'il va y avoir un changement d'emploi, tout ça, il faut le prendre en considération. Il faut en parler avec son conseiller pour à chaque fois modifier le plan qu'on a et on puisse atteindre notre objectif en fait. Tu as évoqué le mariage. Est-ce que tu as des pistes par rapport au fait si on est marié sur la communauté ou la séparation, par rapport à tout ce qui est prêt bancaire, comment ça peut se faire? Je veux dire quoi par C'est-à-dire si on est marié sur la séparation,
du coup, un des deux veut prendre la résidence principale, comment ça se passe? La garantie de chacun dans l'autre. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Par exemple, supposons il arrive une séparation, ce qu'on peut faire, il peut chacun racheter la part de l'autre s'il veut, il va pas y avoir de vente, tu vois. Donc, si on va faire une vente, ça s'établit dès le début chez le notaire. Il y a des couples qui disent c'est 50-50, d'autres ils disent moi je paye par exemple l'hypothèque mensuelle, toi tu vas payer les taxes. Mais par la loi en général, que ce soit un conjoint de fait ou un couple marié, en général, même si la femme ou le mari, il n'est pas sur l'hypothèque, il est quand même propriétaire parce qu'il habite dans la maison et c'est un couple. Donc, en cas de séparation, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, mais comme je t'ai dit, la majorité des choses que je vois, c'est vraiment le rachat de parts. Par exemple, supposons il y a 100 000 d'hypothèque et la maison, elle peut se vendre à 300 000. Lui, il va prendre un 150 000 de plus pour les lui donner et il gardera aussi les 100 000 qui sont une hypothèque. Donc, on parle de 250 ou aussi s'il y a eu des dettes. Non, après, la valeur vénale, elle n'est pas la même. En fait, finalement, s'il reste 100 000 d'hypothèque et la Non, valeur non. de la maison, elle est à 300, du coup, les 100 000, comme c'est encore pas remboursé, ça va être enlevé des 300. Oui, ça va être enlevé des 300. Oui, c'est ça. Du Donc, coup, il doit... Oui. mais l'avantage, c'est que lorsque tu es en cas de séparation, tu peux refinancer au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux aller jusqu'à 95% de la valeur de la maison. D'accord. Donc, tu peux donner la part, garder l'hypothèque et avoir un peu d'argent pour toi. D'accord. Et du coup, ça, c'est dans le cas de communauté de biens. Dans le C'est cas de séparation de biens, le cas ne se figure pas. si, c'est la même chose. Le cas de séparation de biens, c'est où, par exemple, lorsque ça, par Non, je exemple, parle de cas de séparation, c'est qu'une seule personne dans le couple qui a acheté. même si, par exemple, ici, c'est pour ça, c'est très important d'avoir un testament ou un contrat de mariage, ou supposons les conjoints de filles, ils sont pas mariés, il faut avoir quand même un contrat pour déterminer. Parce que comme je t'ai dit, peu importe s'ils sont mariés, peu importe c'est quoi le contrat, la maison principale, elle appartient aux deux. Même s'il a acheté une seule personne qui l'a acheté. Tu D'accord. vois. Par contre, dès qu'il y aura d'autres investissements ailleurs, tout dépend c'est quoi aussi. Là, lorsqu'on parle de séparation des biens, c'est sûr que ce qui t'appartient, il ne m'appartient pas, tu vois. Donc ça, c'est... Et après, il faut déterminer ça à l'avance avec le notaire parce que c'est très important, hein, ce genre de détails. Et l'autre chose aussi, revenant sur l'assurance, pourquoi c'est avantageux, comme je t'ai dit, en parlant de l'assurance, seul, pas avec la banque. Parce que pour les gens qui n'ont pas de testament, je vais te donner un exemple. Les conjoints de fait, on ne parle pas des gens mariés, les conjoints de fait, et ils n'ont pas un contrat, par exemple, qui indique c'est quoi la portion de chaque dans la maison. Ils ont des enfants. Donc, la maison, automatiquement, c'est 50-50. Du coup, s'il y a un décès du mari, sa part, elle va automatiquement aux enfants. Donc, si elle est assurée avec elle, et la banque, elle va rembourser l'hypothèque actuelle et la madame, elle va devoir payer 50% de la maison aux enfants. Donc, de préférence, elle a une assurance seule pour qu'elle puisse garder une partie pour elle et une partie, ça va être la part des enfants. Elle pourra les donner de cette façon-là. Oui, oui. Bah, en fait, là, c'est totalement différent par rapport au régime de communauté. Parce qu'en fait, quand on parle de régime de communauté, quand on est dans le mariage, communauté de biens ou bien de séparation de biens, et ce cas, il est la même chose aussi en France. Quand on n'est ni marié ni pacsé, il n'y a pas un lien qui relie les deux, ni un testament qui a été mis en place et enregistré, attention. Et ben en fait, chez un notaire et que ce soit enregistré au registre des testaments, c'est important qu'on se sécurise l'un de l'autre. Il peut y avoir les démembrements de parts. Les démembrements de parts, la nue propriété et l'usufruit, et faire un croisement de démembrement de parts pour protéger le conjoint. Et après, s'il n'y a pas d'enfants, et encore, s'il y a des enfants et des enfants d'un lit commun, limite plus ou moins
c'est gérable après selon les situations. Mais imaginez s'il n'y a pas d'enfants et finalement c'est les parents qui peuvent Exactement. en fait se mettre, ils ont la moitié de la maison et ou bien que en plus comme c'est en nom propre, ça s'appelle de l'indivision et personne n'est obligé de rester dans l'indivision, c'est-à-dire soit tu rachètes les parts, soit ça sera vendu et c'est une situation qui est inconfortable et il faut vraiment penser à tout ça. Vous savez, on est à l'abri de rien du tout. Il vaut mieux prévoir au maximum les situations ou bien se sécuriser avec un Pax ou avec un contrat de mariage ou autre hein, pour que chacun. Mettez-vous en place s'il se passe du jour au lendemain ça. Comment je vais faire, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que j'aurai à payer. Et là, en fait, c'est vrai, hein, vous allez donner une ambiance un peu glauque à la maison. Hein. C'est pas évident, mais au moins mettez en place les choses. Ça peut euh, vous éviter, vous épargner beaucoup de casse-tête dans le futur. Exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais en fait, tu sais, c'est tellement très puissant. Si on veut aller dans ça, et c'est magnifique, hein. C'est un levier de richesse et tout ça. Il faut mieux le travailler, le prévoir, mettre en place un plan d'action euh, qui pourra éviter au maximum les dégâts. Il y Ouais. a, il y a Khouloud qui dit, ah, je suppose, lorsque vous êtes en société avec un associé résident au Canada, vous pouvez acheter. Est-ce que c'est le cas à partir de 2023, Amina? Honnêtement, je n'ai pas l'information, mais je peux vérifier quand même. S'il Est-ce va que acheter tout seul, non, j'imagine. Peut-être s'ils achètent les deux ensemble, la qualification, elle sera sur le Canadien, mais je pourrais faire des vérifications. En fait, est-ce que moi, en tant que personne résidente au Canada, je ne veux pas acheter en nom propre, je décide que j'achète directement en société. Ça dérange pas. Ça va être aussi du commercial. Normalement, ça va être de En l'investissement. fait, Normal. c'est un peu, en fait, ça me déstabilise un peu. Tu sais pourquoi? Parce que pour la France, le commercial, c'est-à-dire, je vais prendre des locaux commerciaux, euh, que ce soit en nom propre, que je l'achète en nom propre ou bien en société. Mais au Canada, enfin, les termes, c'est-à-dire quand j'achète en société, que ce soit pour l'habitation ou un local commercial, c'est du commercial. Non, pas forcément. Mais de préférence, si on ne veut pas te qualifier, attends, parce que supposons je vais te passer en résidentiel au nom de ton entreprise, je vais devoir prendre les dividendes ou le salaire que tu déclares. Donc, en fin de compte, je vais mettre ton numéro d'assurance sociale. Donc, ça va montrer que tu n'es pas résidente. Donc, ça va montrer ton identité. Donc, là, on est encore dans le résidentiel, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis, ça peut être différent au niveau du commercial. Parce que même si tu achètes au nom de ton entreprise une maison qui n'est pas commerciale et on la passe dans le résidentiel, tu seras quand même toujours la représentante de l'hypothèque. Sauf que s'il arrive quoi que ce soit, ça va être, c'est au nom de l'entreprise, tu vois. Il y a deux choses aussi au commercial. Soit ça va être vraiment au nom de l'entreprise et là, il y a le côté fiscal et tout, mais honnêtement, c'est pas ma spécialité, je peux pas rentrer dans les détails. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a une société, il peut acheter, il peut se qualifier avec les revenus qu'il fait, mais ça va être à son propre nom, ça va pas être au nom de l'entreprise. Donc, c'est lui qui sera le responsable. D'accord. Sinon, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. C'est lui qui détermine, qui fixe les taux maximaux, les taux d'usure aussi. Les taux d'usure, c'est le taux de nominal plus le taux avec assurance. Enfin, c'est un peu le taux effectif global. Et c'est le Haut Conseil de stabilité financière qui les fixe. Pareil, par rapport à ce volet de taux d'endettement en France, il est fixé à 35%. Et par contre, du revenu net, pas du revenu brut. Ah oui. Du Bah, coup, c'est mieux, moi, je trouve. Honnêtement, je préfère que ce soit du net que du brut. oui, ben en fait, parce que le brut, ça veut tout et rien dire, parce que finalement, c'est pas de l'argent que tu as. Ouais, exactement. Oui. Et encore, c'est du 35% du net. Mais après, je trouve que c'est sécuritaire. Aujourd'hui, avec les vannes qui se referment, avec l'inflation, les taux, ils ont augmenté en France. Aujourd'hui, on est à un taux effectif global à 3,05, le taux d'usure, en termes de noms propres. Et en termes de société, ça peut aller à 3,5, 4.
mais ça reste, on va dire, c'est très haut par rapport à ce qu'on a connu. Moi, personnellement, j'ai emprunté même à Ouais. 0,8. Et c'est haut par rapport à ce qu'on a l'habitude d'emprunter, mais ça reste en même temps historiquement bas par rapport au taux d'intérêt en France, et ça reste quand même inférieur au taux d'inflation. C'est-à-dire, passer à l'action, c'est encore mieux de ne pas passer à l'action. Et du coup, je voulais savoir au Canada, quel organisme il règle un peu tout ce volet de banque, C'est la, de c'est la taux. Banque du Canada. C'est la Banque du Canada. Tout ça, c'est basé sur le taux directeur. D'ailleurs, cette année, on a eu pratiquement 5 augmentations. On était de 0,5, on est monté jusqu'à 4,75. Ça, c'est énorme. Pourquoi? En fait, oui, ça dépend. Là, tu as dit oui, passer à l'action. Mais par exemple, ici, ça va affecter plus qui? Les personnes qui ont un taux variable. Parce que le taux variable, comment il est calculé? On prend par exemple le taux directeur. Si on dit actuellement le taux il est à 2%, on va faire moins 1,5 par exemple. Là, je donne un exemple, ce n'est pas des chiffres réels, tu vois. Donc, plus le taux il augmente, le taux directeur, plus ton taux variable il va augmenter. Donc, si toi, ton budget était de 900 $ par mois, étant donné le taux il a augmenté, moi personnellement, sur mon hypothèque, j'ai une portion fixe et une portion variable. Sauf que l'inconvénient de mon variable, il est à paiement fixe. Donc, c'est la tranche d'intérêt qui augmente et le capital, Du coup, il reste le voilà. même. Sauf que l'inconvénient, il est où? C'est qu'avec toutes ces augmentations-là, on vient de recevoir un document que nos paiements ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on ne paye que des intérêts. Donc, pour ceux qui n'ont pas été, par exemple, fixés dès le début, ils ont commencé des hypothèques à 900 $, maintenant ils sont à 1 800. Donc ça touche énormément le budget. C'est pour ça il faut aussi connaître le profil investisseur du client. Merci, merci, merci. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en France, majoritairement, on est à taux fixe sur toute la durée. Ok. Du coup, là, ça change carrément les données. Il faut vraiment se baser sur le volet que si on est sur un taux variable, qu'on a en face la trésorerie pour couvrir ça. Absolument. Et oui, C'est comme c'est important. Et aujourd'hui, en France, ça passe un peu en variable, mais par contre, en variable avec un clapet ou un maximum, en fait. C'est-à-dire, oui, variable, par contre, à partir du moment, exactement, Malika, ça change tout, tout, tout. En fait, à partir d'un certain taux, tu vas pas plus loin. Et au moins, psychologiquement, dans ta tête, tu sais que ça peut augmenter, mais tu sais aussi ton max. nous, c'est l'inverse. Nous, c'est pas établi. Tu as le droit de fixer ton taux dans les 3 ans qui viennent sans pénalité. Mais si tu le fixes pas, ça va continuer à augmenter. Sauf que aussi, c'est avantageux le taux variable parce que pendant les 5 ans, il peut y avoir plein de choses dans l'économie, tu vois. Donc oui, ça a augmenté aujourd'hui. Mais ceux qui ont fixé un taux aujourd'hui à 5%, si le taux il rebaisse dans 2 ans, toi, tu vas te trouver avec un taux de 1 ou à 2% et l'autre, il va rester sur 5%. Donc, il ne faut pas le calculer il faut pas calculer sur le taux du jour, il faut calculer sur la période. Ton terme, il est 5 ans, ça se peut cette année, il est 1, demain 3, l'année prochaine 3, dans 3 ans, il est à 1%. Donc, tu regardes la moyenne, tu vas savoir si tu as fait du gain ou pas. En fait, oui, voilà, il faut être un peu visionnaire, mais en même temps, personne n'a une boule de cristal. Mais si on va Exactement. voir des années en arrière et on essaye de faire l'extrapolation, ça reste quand même rassurant. Et après, je sais pas ce qui est prédit au Canada, mais en France, à partir du deuxième trimestre de 2023, ça va baisser, et les vannes vont être réouvertes. Je sais C'est pas ça. vous, c'est quoi c'est ça? Les prédictions, oui, c'est ça. À partir du deuxième trimestre 2023, exactement. Oui. Mais bon, En on fait, s'en est on va dire, on va, كيفاش يقولوا واخد هالبديل باش يوفى. Oui. Ben, Et oui, oui. espérons, parce que ici, dans les années 80, le taux, il est monté jusqu'à 12%, hein. C'était énorme aussi. Il y a eu une grande récession, il y a eu aussi un crash immobilier. Sauf que la valeur de la maison avant, elle coûtait beaucoup moins cher. Par exemple, les maisons de 400 000 aujourd'hui, dans le temps, elles coûtaient 100 000. Donc, lorsque tu vas payer un 10% sur 100 000 sur 25 ans, c'est sûr que c'est pas pareil, bien que les revenus étaient beaucoup plus bas. Mais ça n'empêche, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver.
J'ai Tout peur à que, fait. j'ai peur que ça. Ah, mais toi, en plus, là, c'est la pause de repas, c'est ça, hein? Non, c'est samedi aujourd'hui. Ah oui, samedi, ça marche, oui. Oui, je t'entends. Ah non, je t'entends Je pas. travaille des Ah fois si, c'est et bon, je t'entends. non, C'est bon, c'est bon. Il y a un petit retard. Il y a un petit retard, c'est bon. Oui, oui, vas-y, tu voulais dire, c'est quoi ton idée? non, j'ai dit samedi en général je travaille pas, mais ça m'arrive. Mais on n'a pas d'heure. Je travaille de la maison, donc j'ai pas d'heure de dîner fixe ou autre. C'est magnifique, il n'y a pas mieux. Mais tu sais, tellement on s'habitue au télétravail. Là, ça devient trop fatigant lorsque j'ai envie de sortir ou faire des courses. Je trouve ça dur rester dans un café, par exemple, ou aller dans un restaurant. Ah oui, oui. Non, mais je te comprends après, hein. Mais moi, je fais beaucoup de terrain, du coup, Ah, ça change. d'accord. Mais je me rappelle, pratiquement, j'étais malade et finalement, j'étais au bureau, fait dague et c'est pas évident. Lyon Marrakech, ça m'a fait bizarre. Mais la Euh, température actuellement, elle est quand même correcte, Yann. Il fait pas très froid. Ah, ben nous, ça va. En plus, moi, je suis à Toulouse, je suis dans le sud, hein. Oh. J'ai trop le fitounes. Un peu plus froid que d'habitude, mais ça va. Franchement, ça va. Non, on a rien à dire. Et on fait quand même une petite parenthèse par rapport à la conjoncture de l'énergie. Comment ça se passe l'énergie au Canada? Est-ce que ça a Actuellement, augmenté? Hein. actuellement, non, mais j'ai lu un article. Je ne suis pas sûre que c'est le cas. Ça se peut qu'il va y avoir des restrictions, par exemple au niveau des horaires et tout, mais probablement ça va augmenter. Mais en fait, tout dépend aussi quelle sorte de chauffage tu utilises. Il y en a certains qui utilisent celui qui est au bois. Je connais des familles qu'ils ont des grandes maisons, ils les chauffent seulement au bois, par exemple. Ça revient beaucoup moins cher. Ceux qui ont des plaintes électriques et des espaces ouverts avec un chauffage central, ça coûte cher avec l'hiver parce que là, tu peux pas vraiment bloquer, tu vois, ou comme ceux qui ont l'air soufflé, ça continue à faire sortir de l'air tant que l'espace il n'a pas été chauffé. Donc ça, la facture, elle sera automatiquement augmentée pendant l'hiver, mais c'est normal. Mais sinon, au niveau de leur taux à eux, je n'ai pas d'informations, En honnêtement. tout cas, nous, ici en Europe, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Il y a même des entreprises, parce qu'en fait, après en France, ils ont fait quand même une réglementation, des contrats réglementés avec le gouvernement, mais finalement, c'est les professionnels qui casquent. Ah oui. Ils passent limite à 100%, voire plus d'augmentation. Et Ah, surtout ceux qui travaillent vraiment pleinement avec de l'énergie, et ben en fait, ils ont choisi d'arrêter l'activité et ça couvre plus en fait. Si tu as 100 000 euros par an, ben en fait, c'est doublé 200 000. Enfin, ils rentrent plus dans leurs frais. Ils ont choisi de ne pas travailler. Et un peu l'impact aussi, c'est en Europe. Hein. L'Allemagne aussi, c'est un peu la même chose. Nous, on le voit aussi en location courte durée avec des personnes qui sont pas très, on va dire, responsables et sensibilisées par rapport à la consommation. Mais bon, il y a toujours des petites solutions par rapport à ça. Hein. Mais cet hiver, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre ici en Europe par rapport à tout ce qui est énergie. mais à Toulouse, par exemple, le chauffage, il est allumé tout, genre En fait, tout il n'est pas l'hiver. allumé tout le temps, mais après, tout dépend. Nous, on fait de la location courte durée. Tu sais, comme si une personne qui vient à l'hôtel, qui met directement à fond le chauffage, qui se permet peut-être même d'ouvrir la fenêtre et laisser le chauffage à fond. C'est un peu selon les voyageurs qui passent. Mais tu peux pas le limiter à distance. Si, tu peux le limiter à distance, mais après aussi, le but de sensibiliser les gens et mets-toi à la place des voyageurs, quoi. Hmm. Enfin, tu peux essuyer un commentaire derrière, ou voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, après, on essaie quand même de sensibiliser, d'envoyer des messages, d'être bienveillant dans ce volet-là. Il y a ceux qui jouent le jeu, et il y a d'autres non. Mais en fait, indépendamment de notre activité de location courte durée, mais c'est plutôt aussi tout ce qui est industrie, c'est les professionnels qui casquent. Mais on le voit aussi au niveau des prix, l'inflation, elle est énorme. Elle est Mm, énorme. mm. Les prix au niveau de l'alimentation, alors là, si je compare mon panier d'achat l'année dernière, même pas les 6 derniers mois versus ce mois-ci, c'est énorme l'augmentation.
Mm. Je ne sais pas les prix. Déjà, ici, on a beaucoup de choses qui coûtent beaucoup plus cher qu'en France. Par exemple, les produits laitiers. Euh, il y a plein de choses qui coûtent quand même cher de base. Et on n'a pas beaucoup de choses non plus. On n'a pas beaucoup de choix. Mais Ouais. ça ne cesse d'augmenter. Et mis à Mhm. part que ça ne cesse d'augmenter, il y a beaucoup de coupures. Mis à part ça, c'est dans les médicaments. D'ailleurs, je dois même sortir pour aller en acheter. Je suis allée à la pharmacie hier. Elle m'a dit, genre, il y a deux rangées, que ce soit pour les enfants ou les adultes, rupture de stock tout l'automne. Il n'y a pas de sirop, il y a pas de Tylenol pour les maux de tête, il n'y a rien, 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 rien. Ouais. Donc, on n'a pas intérêt à tomber malade. Oui, ben en fait, apparemment au Canada, oui, en France, c'est pas le cas par rapport à tout ce qui est système de santé. C'est un pays aussi social, hein, qui a un système où la santé elle est accessible, l'éducation aussi pareil. C'est différent peut-être par rapport au système nord-américain. C'est sûr. Le système de santé, il est quand Oui. même difficile. Par exemple, tu vas à l'urgence, facilement, tu passes 24 heures, 48 heures pour pouvoir passer, tu Ouais. vois. Pour avoir un Ouais. rendez-vous. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous pour une radiologie. J'ai visité le médecin au mois de mars. J'ai eu mon rendez-vous la semaine dernière. D'accord, ok. Eh bien. Et sinon, sans indiscrétion, tu investis en immobilier? Non, j'ai pas encore commencé. Pourquoi? J'ai commencé à acheter ma première maison, oui, mais pas La commencé à résidence investir principale? parce que j'ai fait la reconversion professionnelle donc l'année dernière. Du coup, il faut que déjà c'est un démarrage. Je redémarre, je commence toute seule et ça me prend une moyenne de 2 ans pour que je puisse faire le pas pour investir. D'accord, ok. Du coup, j'imagine que tu as accompagné des investisseurs à investir dans l'investissement locatif Honnêtement, pour, pour les c'est pas financements. des investisseurs. C'est pour ça, comme je t'ai dit, il y en a des investisseurs dans le résidentiel. Tu vas le trouver qu'il y a un duplex, un triplex, tu vois. Oui, oui, Mais même c'est un pas duplex. des. En fait, moi, ce que je veux prendre un cas d'étude, hein. Supposons que tu as accompagné un investisseur qui a acheté un duplex ou bien un seul bien au Québec. Est-ce que tu pourras nous donner des chiffres, prix d'achat, combien de frais d'enregistrement, frais de notaire, la taxe de bienvenue, elle est à combien, les frais bancaires, tac, 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 combien il a donné de mise de fonds, tac, 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 la mensualité et le loyer en face. Est-ce que tu as un chiffre pareil, un cas d'école? Oui, c'est simple pour ceux qui achètent des duplex, triplex, comme je t'ai dit, parce que l'avantage, ils peuvent quand même acheter moins que 20%. Donc, pour ceux qui veulent investir, comme je t'ai dit, moi, je leur conseille, au lieu d'acheter une maison, ils achètent un duplex parce qu'il peut mettre 5%. Il peut mettre 5% pour acheter un. Donc, il habite dans un appartement, il loue le deuxième, tu vois. Tu achètes un triplex, tu vas mettre 10%. Tu habites dans le premier, tu loues les deux autres. Donc, après, tout dépend. Si on dépasse les 500 000, comme je t'ai dit, là, ça va augmenter. Les premiers 500 000, on met 5% de mise de fonds. Par la suite, on prend 10% de la deuxième tranche. Ça, c'est au niveau de la mise de fonds. Au niveau de tout ce qui est notaire, taxes de bienvenue, etc. En général, comme je t'ai dit, oui, on prend 5%, mais la banque exige que le client a 1,5% dans son compte quand on le voit. Ça, c'est les frais de démarrage. Il faut compter les taxes de Et bienvenue. les 5% de frais de notaire, c'est financé par la banque ou c'est financé par la mise de fonds? C'est financé par les autres 1,5. C'est le client qui le paye. Ah. C'est le client qui le paye. Donc après, tout Attends, dépend. on va prendre un cas chiffré pour que moi je comprends mieux et aussi les personnes qui sont en face comprendront mieux. D'accord. Un duplex, ça coûte combien à peu près? Disons 400 000. Allez, on va dire 400 000. 400 400 000. 000 euros, là par exemple, c'est le prix d'achat plus frais d'agence, peut-être s'il y a une agence. Lui, il ne paiera pas les frais d'agence. Lorsque tu achètes, tu ne payes pas le courtier immobilier. Il va être payé par le vendeur. Il va partager sa commission avec le courtier vendeur. D'accord, ok, très bien. Supposons que le prix d'achat il est de 400 000. Il y Non. a les premiers frais qui sont les frais de notaire. Les frais de notaire sont à combien au Canada, au Non, Québec? les frais de notaire, c'est après. Ça va dépendre d'un notaire à un autre. Moi, personnellement, dans mon cas, ça m'a coûté 1 100. Il y en a d'autres 1 500. Donc, tout dépend, il est dans quelle région et c'est quoi le travail qu'il va le faire, tu vois. Je, Donc, je m'exprime autrement.
En fait, les frais de notaire en France, c'est les honoraires du notaire et aussi tout ce qui est taxes qui, lui, il va les prendre à son compte, mais il va les payer aux communes. D'où le fait qu'en France, c'est à peu près dans les 8%, d'accord, du prix d'achat. Non, 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 non. C'est séparé en fait. C'est D'accord, séparé. on va dire il y Ça, a, on va dire 1100 dollars. Vous êtes en dollars, hein? oui. Ok, 1100 dollars pour le notaire. Et la taxe de bienvenue, elle est à combien pour ce type Ben, de bien? pardon? Pour ce type de bien, la taxe de bienvenue, elle est de combien? On met en général 1% en moyenne. 1% de la valeur. Donc, disons 4 000. 4 000 taxes de bienvenue. Ok, Et ta mise de fonds va être aux alentours de 20 000. Et d'accord, 5% du coup. mis à part les 20 000, il y a la prime qui sera ajoutée sur l'hypothèque. Tu ne vas pas la payer, mais tu vas payer la taxe sur cette prime-là. Pour les 5%, disons que tu vas payer à peu près, tu vas avoir en moyenne, je n'ai pas les calculs exacts, mais disons une prime de 9 000 qui sera amortie sur 25 ans. Mais je pourrais vérifier et te donner les chiffres exacts par la suite. Donc, ça, c'est à part, ça ne va pas se calculer pour la première année, mais ça va s'ajouter sur le prêt. Ça veut dire que si le prêt, on va enlever les 20 000 de prix d'achat, donc on va tomber à 380. Donc le prêt, on va ajouter les 9 000. Du coup, le prêt, il va coûter 389 000 réellement. D'accord, ok. D'accord. Donc Et ce 380. prêt, toi, tu as dit qu'il va être amorti sur 25 ans. Supposons que le prêt, il va être sur 25 ans. Mais si je fais un prêt sur 20 ans, ça va être sur 20 ans. Exactement. Oui. D'accord? Du coup, je vais avoir un prêt sur 25 ans à un taux de aujourd'hui de 4,9 ou 4,8. J'aurai une mensualité à combien aujourd'hui pour cette à peu près hein, arrondi. Je n'indique écrit عملته. Donc ça va Arrête de être s'y plus voir. simple. Ouais. En fait, c'était plus une hypothèque de 400. Disons, l'hypothèque était à 400, le taux était aux alentours de 5, donc les paiements étaient aux alentours de 2000, 2300 à peu près. Mais je préfère vérifier et donner des chiffres exacts. Je peux même te les donner, on pourra les mettre dans une fiche ou autre. Mais en Donc, fait, c'est plus pour que la personne, elle suit un peu ce qu'elle a comme charge et un modèle d'école. Du coup, elle va avoir une mensualité à 2300. Est-ce qu'il y a autre chose à payer à part tout ça, comme frais? puis, la taxe sur le montant de l'assurance qui a été ajouté, les 9 000 qu'on a pris en considération que c'était 9 000 amortis, tu vas payer une taxe sur elle. Cette Oui, du coup, taxe-là, tu vas payer combien? elle va être, disons, pour cette prime-là, elle va être aux alentours de 900 par exemple. D'accord, 900 dollars par an, c'est ça? Non, non, juste la première année. Juste la première D'accord. année. Mais je t'enverrai quand même hein, Oui, le en fait, montant c'est total. d'accord. Et très bien. Du coup, pour avoir une mensualité à 2300, on a dit que c'est un duplex à peu près. La personne, elle va habiter au rez-de-chaussée, par exemple, et elle va louer celui à l'étage. Celui à l'étage, il se loue à combien? Tout dépend le secteur, mais supposons on est à Montréal, donc si c'est, disons, un 3,5, ça va être minimum à 1 200. D'accord. Du coup, finalement, 2000 moins 1000, 1200, ben, en fait, tu vas avoir 1100 que tu vas payer de ta poche. Et si je loue un bien moi-même comme ça, eh ben en fait, je vais payer peut-être la même chose ou voire plus. Par contre, ici, j'ai un locataire qui me paye le premier, celui d'en haut, et j'ai moi qui paye celui d'en bas tous les mois. D'accord? Exactement. Et tout, et en même temps, je capitalise. Finalement, même si au taux d'aujourd'hui qui est à 5%, et on est d'accord, la mise de 5% à 20K pour une personne salariée, c'est pas une somme qu'on pourra pas la mettre en place, qu'avec le plan épargne retraite, avec 2 années ou bien un couple, vous pouvez mettre en place ça en une année. Exactement. Mais je vais te donner exactement La les mensualité? paiements. Oui.
Juste pour info, pour plusieurs aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui rentrent sur Internet, ils calculent juste la mensualité avec le taux du jour, mais lorsqu'ils vont à la banque, ils ne se qualifient pas. Pourquoi? Parce que le taux de qualification, il est différent du taux que tu vas avoir. Parce que la banque, elle se protège dans le cas où les taux augmentent. Donc, si aujourd'hui les taux, ils sont à 5% et tu vas avoir un 5%, il va te qualifier à 5 plus 2, donc 7%. Donc, si on calcule les paiements de Une marge de sécurité en attendant que tu vas la voir un peu plus tard. 389, on a dit. Mm. 389 sur 25 ans, un taux de 55%. Donc, ils vont avoir une mensualité de 2200.